Ok, salut à tous. Bienvenue dans le Spectrum, l'espion dans la maison, épisode 17, Alien 3, version Assembly Cut. Le Spectrum, la reine du podcast. Raconte pas ta vie, raconte-nous des films. N'empêche, y a qu'à attendre que la compagnie nous donne des armes pour nous défendre. Mais ce que tu nous demandes, bordel, c'est du suicide. Ouais. Non, parce que la compagnie ne la tuera pas. Vous, ils vous tueront peut-être pour l'avoir vue. Mais elle, ils la sauveront. Ça veut rien dire, ça. C'est de la pure connerie. Ils peuvent pas nous tuer, nous. La première fois qu'ils ont appris son existence, c'est cette chose qui a primé sur l'équipage. La fois suivante, ils ont envoyé les Marines, et ils y sont restés eux aussi. Vous pensez qu'ils se soucient de condamnés à perpète qui ont trouvé la foi au fond du cul de l'espace? Vous pensez vraiment qu'ils vous laisseraient compromettre les beaux projets qu'ils ont manigancés? À leurs yeux, on est de la merde. Ils se moquent bien de savoir qu'un seul de vos copains y a laissé sa carcasse. Ils s'en foutent. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la fonderie de plomb ici. La seule solution, c'est d'attirer cette fiotte pourrie dans le bac. Et puis de la noyer dans le plomb fondu. Allez, d'accord. Et comment on s'y prend? Ouais. Et qu'est-ce qu'on invente comme appât? Oh merde! Vous êtes tous condamnés. Alors le problème, c'est de savoir comment vous allez y passer. Debout sur vos deux pieds. Ou à genoux comme des bêteux. À supplier. Moi, j'aime pas supplier. Jamais personne m'a fait de cadeau. Alors je l'emmerde, cette saleté. Faut se battre. Alien 3, réalisé par David Fincher, le premier film de David Fincher, qui n'est pas forcément reconnu par le réal. Parler avec mes invités de ce film, on va faire la genèse, on va évoquer pas mal de choses, notamment la dimension mythologique, pourquoi je considère ce film comme le meilleur de la saga. Oui, vous avez bien entendu, pour moi c'est le meilleur de la saga. J'ai deux invités, dont un invité qui est venu déjà à plusieurs reprises, qui me fait encore une fois l'honneur et le plaisir d'être là et d'avoir accepté mon invitation. Je veux parler de Fouad. Fouad, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Salut Jamel, salut mon pote. Merci pour ta nouvelle invitation en tout cas. J'allais dire jamais 203, mais ouais, c'est la 4e fois que je viens te voir. C'est déjà la 4e? Ok, là, t'étais Ouais. venu à... Il y avait quoi? Il y avait Dracula, il y avait... Stephen King, Stephen King. Stephen King, c'était le premier, il me semble, qu'on ait fait ensemble. c'était le premier. Génial, ouais. Pacte des loups, Le pacte des loups, bah oui, forcément. Et là, voilà, la 4e fois. Alien 3. Jamais 405 après bientôt, t'inquiète. Ça va arriver aussi. Et voilà, et comment tu vas? Parce qu'on est à distance, on est chacun chez soi. Oui, je suis dans le Nord. C'est une magnifique région, le Nord. Tout à fait. Il faut y aller, il faut aller dans le Nord, les amis. Ça va super bien, mon ami. Je suis ravi de te retrouver. Et surtout pour parler d'un film vraiment dont j'attendais l'occasion de parler. Parce que il est très mal aimé, ce Alien 3. Et quand tu m'as appris que c'était ton préféré comme moi, j'étais ravi. Ça a été une très bonne surprise et je suis ravi d'en parler avec toi et avec notre troisième ami que tu vas très vite présenter. Juste pour terminer, l'heure magique, toujours sur YouTube. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dernièrement avec Guillaume, avec mon pote Guillaume Méral, hein. Ouais. C'est un peu un duo à la Siskel et Ebert. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est un riff à 2 personnes, l'heure magique sur YouTube. Qu'est-ce qu'on a fait dernièrement? C'est une très très bonne question. On a fait quoi comme show? On a fait Le nom de la rose. Ok, ouais. On a fait RRR. On a un cycle Robert Zemeckis qu'on continue à faire. Donc, on est en train de faire tous les films de Robert Zemeckis. Là, on va prochainement faire Là-haut. Et on est depuis peu disponible sur Podcast Addict et Spotify en format audio. Génial, ok, super. Bah voilà, tu te mets aussi au podcast, du coup. Bah, mon deuxième invité du soir, un invité que j'avais déjà eu le plaisir d'inviter justement sur un épisode, c'est sur les hors-séries jeux vidéo que j'avais fait notamment avec Puish, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de considération et de respect. D'ailleurs, je l'ai cité récemment sur mon épisode sur Terminator, que j'apprécie beaucoup son travail. C'est Damien de l'Heure Fantastique. Damien est avec nous. Comment vas-tu, Damien? Très bien, merci beaucoup de m'avoir invité à nouveau sur ton émission. On est tous les trois en France dans
dans des secteurs, différents, mais on se retrouve, tous ensemble, sur la planète Fiorina, 161. Jolie transition. Mais souvent, ce que j'ai, remarqué, c'est que c'était un film qui était vu sous son angle, de tournage. Voilà, la genèse, en fait, on va dire, compliquée, la les conditions de tournage, désastreuses ou autres. On parlait très peu du film en lui-même, du résultat final. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire dans cet épisode. On va vraiment se concentrer sur le film en lui-même, en notamment, comme je disais, la version Assembly Cut, qui n'est pas la version Director's Cut parce qu'elle n'est pas reconnue officiellement par David Fincher. C'est une version, on va dire, longue. Ce film qui a été produit par le studio Fox à l'époque, donc il a, plusieurs scénaristes. Il a, Larry Ferguson, David Giller, Walter Hill, d'accord? C'est à la base une histoire de Vincent Ward et d'après les personnages de Dan O'Bannon et Ronald Josset. Donc vous voyez, il y a pas mal de monde. Chacun a pu apporter sa pierre à l'édifice avec David Fincher en architecte au final et je trouve, ce film, brillant, magistral et c'est très, très important pour moi aujourd'hui, dans le cadre de cet épisode, d'avoir l'opportunité de le réhabiliter. Est-ce que vous connaissez un petit peu le budget du film? Heu, Officiellement 50 millions de pesos, hein, C'est ça, mais je crois qu'on est plus près des 70 en réalité. Mais bon, les budgets, il y a toujours le budget officiel et le budget officieux, mais on est dans ces eaux-là, hein. exactement 50 millions. Et il a rapporté combien au box-office mondial? Environ 3 fois la mise, hein, je crois, hein. On est dans les 150-160, hein, C'est c'est ça, ça? tout à fait. Oh Mmh. là là, c'est ChatGPT, fois GPT, 159 814 000 exactement. Donc on peut dire que déjà, c'est un film qui est hyper rentable, hein, 3 fois, c'est pas mal du tout. En France, il a fait plus d'1 600 000 entrées, là aussi. Après, c'est sûr qu'il a bénéficié, de l'imagerie qu'on avait et de Alien et puis Aliens, bien sûr, de James Cameron. Moi, ce qui m'intéresse dans ce film, c'est qu'on retrouve, cette dimension, déjà une dimension mythologique qui est vraiment poussée à son paroxysme, mais aussi donc là, on retrouve en fait, ce côté, slasher. On va regarder un petit peu aussi, l'équipe technique avant de faire, le point sur, les différentes, idées. Je vais aussi d'ailleurs vous demander dès maintenant comment vous avez découvert ce film aussi. Ça, c'est aussi quelque chose, c'est un standard aussi que je pose dans mon émission. Bah, par exemple, Damien, comment tu as découvert, la première fois le film Alors Alien j'ai 3? pas vraiment de souvenir de la première fois que j'ai vu Alien 3, mais je me souviens que avoir vu Alien 2 en fait en cours de français au collège, avec une prof qui nous avait donc montré l'introduction de ce film. Je sais plus dans quel cadre exactement et ça m'avait beaucoup marqué. Je n'avais pas vu de film Alien avant ça et j'avais dû voir Alien 3, en suivant parce que voilà, je ça m'avait beaucoup marqué. J'avais peut-être en vidéo club, mais j'ai aucun souvenir de ça. Mais comme toi, je trouve que Alien 3 est le meilleur de la saga. C'est vraiment mon préféré. Génial. Ah bah, ça, je savais pas. Je savais que Fouad parce que Fouad, j'ai fait un petit test en fait, je l'ai pas dit, hein, je vais le révéler aux auditeurs. J'ai contacté Fouad par message, j'ai dit: «Fouad, ça va et tout?» Je lui ai même pas dit que je faisais un épisode sur Alien 3. Je lui ai dit: «C'est quoi ton classement sur la franchise Alien?» Et il a eu exactement le même que le mien. Je dis: «C'est bon, c'est l'homme de la situation». C'est vrai que Damien, je t'avais déjà proposé, donc toi, tu avais été déjà validé. Mais là, quand j'ai dit: «Fouad, mais c'est vraiment génial, quoi, c'est incroyable, cet homme ne m'a jamais déçu». Ah ouais, exceptionnel, excellent. Sympa ta prof, Damien, en tout cas. Elle est sympa. Ouais, putain, Aliens en Et alors, faut quand même dire que ça avait créé des problèmes parce Tu ah, qu'effectivement, m'étonnes. Alien, c'est quand même un film un peu horrifique ouais, et je me souviens ouais. qu'après, il y avait des parents qui s'étaient un petit peu, insurgés de ça en disant: «Oui, mais c'est pas normal de montrer ce genre de film à des enfants si jeunes». Parce que c'est vrai que, attends, je sais pas, on avait quoi, c'était en sixième, tu vois? Ah, tu avais 10 ans. Ouais, 10 ans, non? Une 12 ans, dizaine je d'années, pense, ouais, 11 ans, 12 ans, ouais, je sais plus. ouais. 10-11 ans, bon, ben voilà, tu vois? Donc et je me souviens que ça avait Oh, créé des petits problèmes, mais moi, ça m'avait ouais, fasciné, hein. Je me dis: ouais, «Alien, j'imagine. faut que je voie le Ah bah, reste». voilà, on connaît les genèses, les fêlures et les antécédents psychologiques de ce qui est devenu Damien. On comprend tout maintenant à la séance de minuit, l'heure fantastique. Ah. Cette prof, il faut la retrouver. Voilà, vous avez créé un monstre, madame. Comme quoi, hein, un prof peut avoir un impact, déterminant sur ta vie. Avec elle, on lisait que de la SF. On avait lu La mort Ouais, de la terre de Roxniene, plein de choses comme génial. ça, donc c'était ouais, ouais, donc ça m'avait bien marqué cette période-là, Mais effectivement. du coup, est-ce que tu penses que ton goût, justement, pour ce genre, est venu peut-être de là? Ou est-ce que tu avais déjà une prédisposition? Ah non, 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 c'est venu bien avant puisqu'à l'âge de 7 ans, moi, j'étais fan de Terminator 1 que je regardais en boucle, donc non, j'ai toujours été attiré par ces univers-là et OK et du coup, toi, Fouad? Je l'ai découvert en VHS chez des cousines. En fait, elles avaient acheté la cassette vidéo et donc je l'ai vue avec elles
Je l'ai regardé. Alors, je précise que je n'avais vu que le James Cameron avant. J'avais vu Aliens à la télévision, je crois. J'avais pas encore vu le Ridley Scott. Le Ridley Scott, je l'ai vu en dernier. Et j'ai été, dès la première vision, ce film, alors je ne savais pas qui était David Fincher. Je ne savais rien de rien du tout des coulisses du film. J J'en ai eu connaissance des années, bien des années après. Et dès la première vision, c'est un film qui m'a profondément marqué. La première chose qui m'avait marqué, c'était, cette fanfare de la Fox. La Oui, fanfare de la Fox, hein, on la connaît tous cette fanfare. Et ce que j'avais remarqué, c'est que la fanfare n'était pas comme d'habitude. Et la dernière note de la fanfare, eh bien, elle était retenue, elle n'était pas étouffée, et la fanfare se fondait avec le son, le son de l'espace. Il y avait une espèce de chape de plomb sonore qui commençait à arriver, et déjà le son te mettait dans l'ambiance, quoi, tout à fait. et te disait, mon pote, bienvenue dans un cauchemar. Je n'avais pas l'habitude de voir un logo d'un studio détourné, déformé, en fait. C'était quelque chose qui m'a profondément choqué, quoi. Enfin, marqué. Et j'ai été marqué parce que le film proposait, en fait, une ambiance dépressive à souhait, une espèce d'oraison funèbre comme ça. On n'a que des personnages chauves. Sigourney Weaver chauve. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Je l'avais vu dans Ghostbusters, c'est une femme sublime. Et là, elle est chauve. Ça lui va très bien d'ailleurs. Tous ces choix esthétiques complètement incroyables. Voilà ce que le film m'a fait. Et avec le temps, ça n'a jamais faibli. Ça a toujours été un film en tête devant tous les autres, en fait. Ne serait-ce que par sa proposition. Il proposait des choses. Alors, l'héroïne meurt à la fin. Moi, c'est quelque chose à l'époque, je me remets dans le contexte de la découverte, c'est quelque chose à laquelle je n'étais pas habitué, en Bien fait. sûr. L'héroïne, le héros est vivant, à la fin, il gagne. Et là, elle se suicide, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment profondément marqué. C'est la proposition du film qui, à l'époque, dans ma petite culture cinéphile que j'avais à l'époque, était totalement inattendue. Tout à fait. Et c'est un film qui foisonne en fait d'idées que je trouve, géniales et qui vraiment servent le propos. Quand on parle de planète prison, déjà c'est énorme juste ce Ouais. concept-là. Aujourd'hui, on sait que vous êtes de plus en plus nombreux. C'est vrai que souvent on parlait de Mars, tu sais, des personnes qui vont aller vivre dans d'autres planètes. Et là, du coup, c'est pas des touristes ou des gens, qui vont, migrer vers une autre planète. Non, là, c'est des prisonniers qui sont tellement dangereux qu'on a décidé, tu vois, c'est le Alcatraz dans un globe terrestre. Déjà, cette idée, elle est extraordinaire. Ouais, c'est ça. D'avoir pensé à une planète infestée de mythes, ça ajoute vraiment un côté, tu vois, très poisseux, très, une atmosphère sombre, tu vois? Ils sont obligés de se raser le crâne. Là aussi, c'est, en termes de graphique, c'est vraiment très, très bien pensé. C'est vrai qu'on a cette image-là, iconique de, Sigourney Weaver avec le crâne rasé. Enfin, ça te marque quand tu es adolescent. Tu vois, Incroyable ça, même les ouais. jeux vidéo de Mmh. l'époque où tu avais cette Ouais. image, voilà, et ces espèces de moines criminels qui forment une communauté religieuse, qui se canalisent les uns les autres, par le biais de justement d'une dimension, religieuse, tu vois, fondamentaliste. Je trouve que c'est vraiment génial, tu sais? Il y a une forme de repentance, mais en même temps, tu sais que tout peut dégénérer parce que ils ont tous un CV de ouf. C'est ça, hein, c'est pas des voleurs de poules, hein, les mecs, hein. Et Ouais. la photo que je trouve, mais vraiment sublime, mélange de gothique, de cyberpunk. Et sur la photo, on a Alex Thompson, et en faisant des recherches, Alex Thompson, eh bien, c'est, celui qui a fait les images d'Excalibur de John Boorman. Donc c'est Eh pas oui. n'importe qui. Immense chef-op, ouais. Et voilà, légende, donc c'est un monsieur un peu âgé, légende de Ridley Scott. Un autre film qu'il faudra qu'on réhabilite, que Damien, je suis sûr qu'il le connaît, Léviathan, un sous-alien, mais qui est pas mal en fait, si on le revoit à la main en Blu-ray. Léviathan, tu vois, c'était déjà le chef-op de ce film-là. Immense chef-op britannique, hein. J'adore les tons sépia du film, les couleurs, marron sépia du Mais ça film. sert complètement la mise en scène, quoi, cet éclairage de jeux d'ombre, de lumière, les éclairages travaillés, enfin, c'était un côté très lugubre, ces décors, industriels qui donnent vraiment, tu vois, un côté, cyberpunk, façon un peu Blade Runner à certains moments, une ambiance très glauque. Ajouter à ça, le découpage technique de David Fincher qui, à la base, je pense qu'il le prenait pour un petit faire-valoir en vérité, tu vois? C'était un clippeur
de musique, de pub et je pense qu'au départ, il a pas dû être vraiment respecté par la Fox. Ils l'ont placé comme ça mais ils se sont pas rendus compte en réalité que, bah, là, en fait, on avait aussi affaire à un génie prometteur et je trouve que notamment son utilisation des gros plans, tu vois, qui le caractérise après, hein. On retrouve ça dans Seven, on Ouais. retrouve ça dans, les contre-plongées aussi. Vraiment, ça sert la mise en scène. Moi, je me souviens d'un plan justement sur l'Assembly Cut où, tu as le docteur qui sauve, Ellen Ripley, et tu sais et qui court et tu as un espèce de plan hyper large, mais que je trouve d'une beauté époustouflante au ralenti, À l'extérieur? à l'extérieur, ouais. Ouais, la scène d'extérieur, ouais. Et il est beau ce moment, ouais, ouais. Mais en parlant de mise en scène, c'est un film qui se différencie des autres parce qu'il est beaucoup filmé et éclairé par le bas, avec des plafonds apparents. Et ça, c'est quelque chose de très remarquable parce que tu as tout de suite ce sentiment de claustrophobie, d'oppression, en fait. En cela, il se démarque vraiment magistralement de tous les autres. Tout à fait, effectivement, c'est ce que j'aime d'ailleurs dans ce Alien 3, c'est qu'il se différencie vraiment des 2 autres par Mmh. son ambiance qui est vraiment morbide, en fait. On a vraiment l'impression d'avoir, d'être dans le cauchemar d'Ellen Ripley, en fait. Tous ceux Mmh. qu'elle avait vus dans le 2 sont morts, il se dégage quelque chose, oui, comme vous l'aviez dit, il y a une sorte de tristesse gothique, en fait, dans ce film-là. Il y a une atmosphère qui est vraiment, oppressante. Rappelons-le, on est dans un film de studio, quoi, qui doit sortir en été. Il y a un cahier des charges et c'est quand même ne serait-ce que ça, il est remarquable non seulement en tant que Alien movie, c'est-à-dire un 3e volet de la saga Alien, mais il est remarquable en tant que, mmh, au-delà d'Alien, en tant que proposition pour un film commercial à cette époque. Mais complètement et ça, c'était pas du tout, quelque chose qui était, généralisé à l'époque, hein. C'était un petit un coup de tonnerre parce que cette dimension de film d'auteur, qui est portée par, la Fox, de gothique, de cyberpunk, un côté nihiliste, comme tu disais, morbide, ambiance sombre, lugubre. Voilà, c'est vraiment un film qui se détache complètement. C'est même presque un spin-off en réalité. Je sais pas comment le Ouais, décrire, un peu, c'est mais vrai. je parle dans Ouais. l'univers, hein, parce que Oui, ça déconstruit totalement ce qu'avait fait, James Cameron dans Aliens. Bon, bien sûr, on va parler aussi des morts dès le départ. oui, On peut parler aussi de la musique, Elliot Goldenthal, qui est compositeur de magnifique. Cimetière. Je sais que Damien, tu aimes bien ce film-là, hein? Sublime musique, incroyable. C'est marrant que tu parles de la musique de Alien 3 parce qu'au-delà de la musique, il y a tout le il y a les sons. En fait, quand Le sound design, ouais. tu sais, tu as l'impression Oui, ouais, tu as vraiment la sensation d'avoir du métal, tu sais, d'être il y a ce côté vraiment industriel qui est en permanence dans le film, au point où même, tu sais, quand tu regardes le film, par exemple, moi je l'ai fait au casque, tu vois, avant de refaire cette émission, c'est limite ça te fatigue en fait, ces sons à l'arrière, tu vois? Il y a quelque chose vraiment, c'est très particulier le sound design dans Alien 3, je trouve, complètement différent du 1er et du deuxième. Ouais, tu as des bruits de hors-champ, exactement, qui t'immergent davantage dans cet univers. C'est une espèce d'angoisse permanente et qui t'entoure. Donc c'est très palpable. ouais, c'est très juste ça. Comme tu dis, hein, c'est important de mettre en avant le travail de bruitage qu'il y a sur ce film et notamment de la musique, voilà, comme je disais, compositeur de Cimetière, mais aussi Entretien avec un vampire, encore une fois, même le film Hit. Donc tout ça, ça permet vraiment de garder une tension, continue. J'aimerais qu'on évoque également le casting, parce que le casting, c'est ce casting anglais, mais pour moi, mais il est incroyablement crédible, tu vois? Les mecs, ils ont vraiment des gueules, tu as l'impression que c'est les ailes de l'enfer sur une planète perdue, quoi. C'est ça. Golic, Clemens, son visage. On va parler aussi des comédiens de doublage, hein, je l'avais évoqué sur Terminator. On retrouve, hem, un comédien doubleur que moi j'apprécie. Enfin, pour moi, c'est mon chouchou, mon favori, c'est Pascal Renwick, tu vois? Qui faisait, le Terminator sur le 1, Laurence Fishburne, pardon, dans Matrix aussi et là, il fait le rôle de Dillon, donc qui a un charisme brut, c'est le leader spirituel. Il est formidable cet acteur. C'est un espèce de pasteur, tu vois? Un grand noir et tout, charismatique. Tu te dis: «Mais ces mecs-là», et en fait, tu te dis: «Mais tu les as plus retrouvés dans des films», mais parce qu'en fait, ils étaient réels. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas des acteurs, en fait. Tu l'impression que c'est vraiment des mecs de Fiorenza 161. C'est extraordinaire. Ça rajoute encore plus à la légende, tu vois? C'est ça et ce qui est fascinant, c'est que quand même dans ce film, tu
t'en as pas un pour rattraper l'autre, quoi. Hein. C'est ça, c'est les mecs, c'est tous des salopards. Ils ont commis des crimes Bah, atroces. c'est ce que dit justement, c'est ce que dit, Dylan à Ellen Ripley. C'est ça. Il lui dit, tu sais, elle essaie de discuter avec lui et tout, il lui dit: «Mais je suis pas ton genre, j'ai tiré 20 ans pour viol et assassinat». Après elle le regarde, elle fait: «Alors je dois vous rendre nerveux». Avec la voix de Tanya Torrance, tu vois? Qui est exceptionnelle aussi. C'est la gageure du film, c'est avec à qui tu vas t'accrocher, quoi? À qui tu vas t'accrocher? Alors, il y a Ellen Ripley, évidemment, c'est la seule personnage qu'on connaît. Il y a le médecin un peu, il est sympa. D'ailleurs, ils couchent ensemble, mais même le médecin t'apprend que le mec, il a commis un acte terrible avant. Mais ce qui est assez fascinant, c'est que malgré tout, et ça, c'est grâce à la créature, parce que la créature est pire qu'eux, eh ben, ce film te parvient à ressentir un petit peu de sympathie Ouais, c'est ça, tout à fait. pour Ça ces les humanise, salopards, en fait. quoi. Tout à fait, ouais, Ça les effectivement. humanise. Mmh. Et comme tu le disais au début du show, ils trouvent une forme de rédemption dans, dans les épreuves qu'ils traversent, quoi. Exactement. Moi, j'adore le chef de la prison, Brian Glover. Il est extraordinaire, cet acteur. Alors, c'est un ancien catcheur, Brian Glover. Il a un charisme, il a une voix incroyable. Il se fait soulever là dans le Et plafond, non? C'est lui? c'est ça, dans la Dans cantine, la j'adore. cantine. Et il se fait soulever, puis il y a la balle qui tombe. Le petit détail, Ouais, le scénaristique, petit détail. C'est, humour noir, comme ouais. tu disais, humour noir. Ouais. Et le cast est formidable. Alors, on a beaucoup reproché au film de ne pas reconnaître les acteurs. Hein. C'est-à-dire que, en gros, il y a que des Anglais chauves dans ce film. C'est vrai que, bon, par moment, voilà, tu peux avoir des difficultés à reconnaître les uns ou les autres. Mais globalement, après 2 visions, 3 visions, euh, je trouve que leur accent, au-delà du fait qu'ils soient anglais, leur accent ajoute encore un truc en plus. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je ne suis pas sûr que le même cast qui parlerait américain, on va dire, aurait le même impact. Mais c'est surtout que sur la version longue, leur interaction, elle est beaucoup plus développée et ça qui est intéressant, c'est qu'on reste Oui, beaucoup plus, sur les personnages, voilà, que ce soit Dylan, que ce soit Golik, Clemens aussi, parce qu'on sent aussi que c'est quelqu'un qui est tiraillé. C'est un peu la caution, tu vois, médicale là-bas, sur place, mais comme tu dis, il a aussi lui des antécédents, judiciaires dans laquelle, il se morfond, il fait pas partie entre guillemets «de la secte». Il y a un malaise en fait, il y a un malaise généralisé derrière tout ça. Pour moi, dans ce film-là, que ce soit, la photo, la musique, juste le nom de la planète, Fiorina 161. Tu le nom, comment il déchire en fait, juste ça. Tu parlais tout à l'heure de la Fox, le logo en fait qui changeait avec le son. oui, Alien avec un petit 3 comme si c'était puissance 3. Ne serait-ce que ça, c'est des idées toutes simples, mais pour moi, elles sont vraiment symboliques. je suis assez d'accord, ouais. On parlait aussi, enfin du côté, Damien en parlait du côté morbide et la mort, elle rôde. Elle rôde et c'est presque un personnage du film. Tu sais que tout le monde peut y passer. À la première vision de ce film, je me souviens, j'avais été choqué de voir Dr Clemens là, mourir. On s'attache un peu à lui, ouais. C'est le premier quart du film. Pourquoi? Parce que je m'attendais un peu à façon X, tu vois? Où, voilà, il y a quand même, tu sens que c'est un confident, il commence à discuter avec Ellen Ripley, tu sens qu'il y a quelque chose entre eux. D'ailleurs, ils ont un rapport sexuel, alors que l'alien est en elle. Heureusement qu'il sort par le bide parce que franchement, il aurait pris cher, notre ami, de Clemens. Tu m'étonnes. La première fois que je le vois mourir comme ça, je me dis: «Mais en fait, tout le monde peut y passer» et d'ailleurs, c'est vraiment le cas, puisque même l'héroïne principale donc du coup, on a souvent entendu, des détracteurs et encore une fois, moi aussi, j'ai pris du temps, tu vois, pour me faire à cette idée-là. Mais on peut en parler maintenant. Ce montage alterné aussi au début du film, il est aussi, magistral. Pendant l'oraison funèbre, là. Hein. Voilà, tout à fait. Elle est Où, il magnifique, t'annonce cette tout de scène. Hein. suite le caractère nihiliste et sans issue du film, en tuant directement Newt et X. Et c'est vrai que comme je dis, moi aussi, au départ, comme tout le monde, ça m'a fait du mal en me disant: «Mais non, c'est pas normal parce que tu t'es attaché à eux». Mais en réalité, si on parle de ça maintenant, sur, Newt, par exemple, son arc narratif, en vérité, il est terminé. Parce que, elle, sa fonction parce que les personnages sont des fonctions, pas que, mais ça reste des personnages avec un objectif. Et du coup, là, Newt, elle permettait de développer la dimension de la mère Oui, ouais, tout à fait. qui avait elle-même, sa fille, décédée. Concrètement, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire sur cette planète, tu vois, Newt? Elle aurait eu le crâne rasé et elle aurait crié à chaque fois qu'elle voit le dragon qui passe. En réalité, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Et X, OK, bah, bien sûr qu'on le kiffe, hein, c'est notre Kyle Reese, tu vois? Mais en réalité, c'était un sidekick de Ripley, tu vois, dans Aliens.
cette mort-là, même si j'ai eu du mal à la digérer, par la suite, j'ai compris qu'elle servait justement le film. Elle était totalement en cohérence avec tout le reste du métrage. Je suis totalement d'accord. D'ailleurs, la scène d'oraison funèbre, hein, qui est magnifique, hein, ce titre, hein, avoir ce type de scène dans ce type de film à cette époque-là, c'était quand même une gageure, quoi. Et j'aime comment le pitch de Dylan, hein, dans chaque mort, il y a une promesse d'une nouvelle vie, hein, avec le montage alterné avec le chestbuster qui transperce le bœuf. L'oraison illustre à la fois ce qui se passe, hein, c'est-à-dire l'éclosion de l'alien, hein, qui est en simultané, et l'oraison illustre aussi ce qui va se passer pour Ripley, en fait. Il te donne le programme du film, quoi. Moi, j'ai des frissons. Et à côté, tu as la résurrection du monstre, de la bête, qui vient justement pour les punir. Absolument, ouais, tout à fait, hein. Cette idée-là, elle est géniale. C'est pour ça que je te dis, ce film, c'est une accumulation d'excellentes idées. Moi, je regarde le résultat final, en Ah, fait. je suis d'accord, hein, ça, ouais. Mais sur Aliens, les gens oublient, mais ça a été aussi très compliqué, hein. James Cameron, en tant que Canadien avec, Oui. les techniciens anglais, il y en avait même qui avaient des t-shirts en disant: «Ouais, j'ai survécu au tournage, de Aliens» avec, Mmh. Alien 3. Je trouve qu'ils traînent, en fait, cette mauvaise réputation, alors qu'en fait, voilà, quand tu revois le film aujourd'hui, encore une fois, même dans sa version ciné, en vérité, hein, mais sa version longue, pour moi, c'est l'apothéose, en fait. J'aime beaucoup l'Assembly Cut, elle est tout à fait respectable et je la trouve même supérieure au montage sale. Bien Tu sûr. sais, je suis toujours un peu méfiant avec les montages à rallonge. Tu te dis: «Bon, est-ce qu'ils rajoutent de la sauce pour faire du est-ce que c'est un choix commercial?» Non, 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 là, en l'occurrence, ça enrichit le film, hein, notamment avec ces scènes en extérieur, hein. Bien sûr. Hein, au début du film où on voit Charles Dance avec cet immense manteau là comme ça, il arrive au bord de la mer, il voit la capsule atterrir, s'écracher en mer. Voilà, hein, on a un peu plus d'ampleur à cet univers, hein, alors que dans la version salle, on était vraiment claustro, on était enfermé dans cette prison. Là, on voit que bon, ils cultivent la terre, ils ont des bœufs, il y a un semblant de vie commune qui s'organise. Je trouve que voilà, ça enrichit le film. Des relations, tu découvres, en fait, les relations, entre eux et tu comprends un peu mieux, quels sont les rôles de chacun dans la communauté. Est-ce que toi, Damien, cette partie mythologique, ce caractère un petit peu, on va dire, spirituel ou religieux du film, en tout cas, est-ce que ça c'est quelque chose aussi qui t'a plu, qui t'a parlé? Ce côté un peu vengeur, tu vois, de la bête qui vient justement se venger. D'ailleurs, il l'appelle comme ça. Je trouve que c'est extraordinaire de l'appeler le dragon, tu vois? Mmh. Quand Colique l'appelle le dragon. Oui, Cette ouais. espèce de vengeance, quoi, tu vois? Qui est incarnée par un monstre qui vient justement châtier des personnes qui sont loin d'être prudes, en réalité. Et donc, c'est une femme, parce on l'a pas dit, mais bon, tout le monde l'a vu, mais il y a aucune femme sur cette planète. C'est ça aussi qui est incroyable, et dans le sens où, cette femme qui vient avec elle et qui apporte avec elle, malheur, désolation et la punition. Ouais, ouais, justement, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce film-là, et ce qui est bien, c'est que, on a donc ces prisonniers qui sont en attente un petit peu de leur sauveur, et ce qui va C'est tout arriver, en fait, l'inverse. c'est le xénomorphe, et le xénomorphe qui va, Les ouais, châtier. littéralement les châtier en les démembrant et en donc effectivement, moi, j'aime beaucoup, et ça apporte, ouais, une tonalité vraiment particulière à ce film qu'on n'avait pas dans le 1 et dans le 2, en fait. Donc il y a quel et puis évidemment, c'est bourré de symbolisme, hein, ne serait-ce que la fin, quand, Ripley se jette heu, dans la lave, on voit bien elle est en position christique. Il y a énormément comme ça de Mmh. symbolisme tout le long du film, et je trouve, ouais, que ça lui donne une dimension vraiment différente des autres, et c'est pour ça que je l'aime, en fait. Est-ce que vous avez remarqué cette dimension? Vous allez me dire si j'exagère pas, n'hésitez pas à me le dire, hein, des fois, hein, si je parce que comme vous le savez, je suis blessé, je suis sous morphine, mais faut pas hésiter à me dire. Mmh. Heu, est-ce que, vous savez, dans cette scène où on a l'alien qui arrive vers Ellen Ripley, tu as l'impression à un moment donné quand il se rapproche, parce que ce plan aussi, il est extraordinaire, hein, il est iconique, hein, Ouais, le money shot là. pour Ouais. moi, si on doit, garder un seul plan, c'est celui-là où en fait elle se recule, elle a le crâne rasé, donc elle ressemble déjà presque à un alien, elle fait déjà presque partie de cette espèce-là, et on a l'impression en fait que là aussi, il y a un espèce de sous-texte biblique où l'alien serait un petit peu, prendrait la place de l'ange Gabriel qui annoncerait en fait à un fils à Marie qui est en elle, et du coup, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il lui chuchote à l'oreille
Donc est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui a été, réellement, voulu, en tout cas inspiré? Mais, quand je vois cette scène, je sais pas, ça me fait penser un petit peu à ce sous-texte-là aussi, mais complètement, tu vois, à la sauce vraiment du film, voilà, gothique, nihiliste et tout, quoi. Donc, si on regarde le film, ça peut être aussi une lecture intéressante, parce que c'est comme si qu'il lui chuchotait quelque chose à l'oreille en lui disant: «Bah, en fait, voilà, je sais que tu as un fils». D'ailleurs, c'est carrément une reine, hein, en plus, c'est ça qui est incroyable, parce que ça va permettre justement c'est la reine qui permet après la reproduction de l'espèce. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça rajoute vraiment, à chaque fois une lecture supplémentaire. Quand tu revois le film, il y a certains moments où tu n'avais pas interprété, en tout cas, c'est un film à vraiment interprétation, et en cela, je trouve qu'il a vraiment une force et une valeur ajoutée que les autres, hormis peut-être le premier, n'ont pas. On fera à la fin de l'épisode, un petit comparatif. Alors voilà, en termes de points forts, je pense qu'on a dit pas mal de choses, l'atmosphère gothique, lugubre, les décors industriels, métalliques, le sound design évoqué par Damien. On a parlé des éclairages travaillés, les jeux d'ombre, de lumière, la bande son aussi, le casting que je trouve vraiment, voilà, génial, hein, très solide, avec cette Sigourney Weaver qui toujours tient tête, même à des criminels. Elle a pas peur, hein. On se rappelle comment elle parle aussi à Clemens quand elles veulent faire absolument l'autopsie de Newt. Donc elle a toujours ce caractère rentre dedans et qu'elle avait déjà sur le premier, mais là, elle continue. D'ailleurs, il y a cette punchline aussi pour moi qui est vraiment aussi, autant le plan avec l'alien, c'est le plan du film, autant pour moi, si je devais retenir, une seule réplique de ce film, c'est quand elle va justement à la recherche du xénomorphe et qu'elle lui dit, Ouais, c'est fort, hein. je crois que c'est quelque chose c'est une cette manière-là, donc en fait, en gros, tous mes amis sont morts, et il y a que toi encore qui est dans ma vie, quoi. Donc il y a cette espèce de relation, entre elle et ce monstre qui, au final, ne la lâche pas, quoi, et c'est intéressant de voir à quel point leur destin est lié. Bah, c'est la grande idée du film, en fait, hein. L'une des 2-3 grandes idées, c'est que c'est d'en faire une porteuse d'aliens, quoi. C'était la suite logique, quoi. C'était la suite logique. Il faut préciser qu'au niveau des effets spéciaux, c'est ce qu'il y a aussi de remarquable avec Alien 3, c'est que c'est le dernier film avec des effets spéciaux photochimiques, optiques. C'était on est juste avant la bascule de l'image de synthèse. Hein, il y a déjà 3-4 plans en image de synthèse, hein, notamment ce fameux plan à la fin. Qui ont vieilli quand même, hein, les CGI, voilà. Je pense que ça fait partie des réserves, hein, du film, hein, on va être honnête. C'est vrai, ouais, les CGI sont un peu, le crâne de l'alien se fend à la fin, tout ça, c'est un pur plan CGI, mais tous les plans où l'alien court, et cetera, c'est une marionnette et c'est le dernier film où les effets spéciaux, sont faits en photochimie, enfin, sont faits en analogique, de manière photochimique. Le film pousse la technologie photochimique jusqu'au bout, jusqu'à son stade final. Et je trouve à ce titre que tous les plans avec de course, hein, on voit l'alien qui court, sont, je trouve, encore très, très réussis. Bah, justement, c'est-à-dire qu'on a aussi un plan dans ce film, ce plan subjectif qu'on retrouve, façon Predator ou Wolfen, C'est formidable, c'est magnifique en ces plans. accéléré dans Ouais. les espèces de labyrinthes, là, dans les couloirs. On l'avait pas ni dans Alien, ni dans Aliens. Je ne m'en souviens pas. C'est des plans à la Steadicam, hein, impressionnants là. Il fallait y penser, en fait, tout simplement, tu vois? C'est le fait d'avoir le regard de la bête, quoi, On a de mettre à sa le point place. de vue de l'alien. Ouais. La métaphore du mal qui vient, Ah, totalement, justement, hein. punir, les détenus, c'est vraiment l'incarnation du mal absolu qui vient châtier, ces prisonniers-là et qui sont obligés aussi de s'unir. Mais, c'est compliqué d'unir, des criminels entre eux parce qu'on voit après ce qui peut se passer avec, Golik, notamment qui est fasciné par le dragon, qui tue un autre, détenu. Enfin, voilà, ça part en vrille et ben, en fait, on se rend compte que la bête, elle ressort aussi en eux les démons intérieurs et tous leurs péchés. Donc en fait, il y a aussi leur nature première qui revient. Eux qui étaient en quête de spiritualité et de purification, bah, on se rend compte que, au final, c'est tout l'inverse, quoi. Et en fait, ils vont tous y passer, hein. C'est ça qui est fou, quoi. Mais il y a quand même la rédemption. Parce que les mecs, à la fin, ils s'unissent Ouais, pour détruire le pour xénomorphe, ouais. Mmh. combattre une forme de mal. Je pense qu'elle est là, leur rédemption, en fait, quelque part, tu vois. C'est ça que je trouve assez bien réussi dans le film, c'est que le film parvient quand même à te faire ressentir un petit peu d'empathie
pour des salopards, quoi, tout simplement. Et ça, je trouve ça assez réussi. C'est des sortes d'anti-héros, quoi. C'est des anti-héros, mais puissance, puissance 1000, hein. Parce que, alors, cette ambiance mystique, mystico-religieuse, on la doit à Vincent Ward. C'est vraiment lui qui a apporté ça dans le film. Il avait quand même une idée de fou, ce mec, à la base. Et c'est le mec qui a le plus avancé, hein. Il a failli faire le film, hein. Il était vraiment à deux doigts de le faire. Il a bossé énormément sur le film, les décors, etc. Et lui, il voulait faire des personnages, des moines. Des moines qui vivent sur une planète en bois. Quand même, truc de ouf, ça, quand même. Ouais, ça, c'est Une encore un planète autre en bois, délire, tu ouais. dis putain. Alors, il faut s'intéresser à Vincent Ward, qui est un néo-zélandais. Il faut voir The Navigator. The Navigator, hein, c'est déjà un prélude à Alien 3. C'est durant la peste au Moyen Âge. Des mecs, pour fuir la peste, s'engouffrent dans un tunnel et au bout du tunnel, ils arrivent au XXe siècle. Et voilà un peu le pitch, hein. C'est un super film, The Navigator, il faut le voir. Et Vincent Ward a toujours été fasciné par l'imagerie moyenâgeuse. Hein, c'était son délire, hein. Il avait ces deux idées, c'est cette ambiance un peu mystico-religieuse. Ripley va mourir, c'était son idée, et Ripley porte un alien dans le ventre. Voilà, ils ont surtout gardé ça de Vincent Ward. C'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, Jamel, hein. C'est un millefeuille, ce film, hein. C'est un millefeuille, ils ont gardé le meilleur de chacun, C'est en un fait. patchwork Hein. de plusieurs excellentes idées, avec un casting et une équipe technique hyper talentueuse. En réalité, c'est ça. Absolument. Et c'est ce que moi je retiens surtout de ce film-là, quoi. En plus, avec un propos et une thématique, très profonde. Des fois, tu peux même avoir l'impression d'être dans un livre, C'est vrai. un peu, de science-fiction, mystique. Quand tu lis un bouquin comme ça, tu commences à stimuler un peu ton imaginaire, ta créativité. Et ben, en fait, tu retrouves cette signature-là, cette sensation que je trouve. C'est un film, comme disait aussi Damien, il y a un côté aussi très organique, que ce soit auditif, mais aussi visuel. Et C'est c'est un très film qui juste. explore vraiment des thèmes très profonds. C'est un film singulier, voilà. C'est plutôt c'est une signature unique et c'est un film, singulier dans la saga. Malgré que traîne encore, cette réputation de film, controversé, quoi. Et ça, c'est comme tu le dis, si tu mets de côté, si tu fais fi de tout ça, là, toute la tambouille des coulisses, là, si tu fais fi de ça, tu mets ça de côté, moi, c'est comme ça que j'ai découvert le film, le résultat est d'excellente qualité, je trouve. C'est un super film, je trouve. Tu vois. Et c'est ça que le film, bon, avec le temps, les DVD, les bonus, bon, à ce titre, les documentaires de Charles de Lozérica sont exemplaires, hein. Faut voir, hein, le coffret Alien, là, avec les making-of extensifs sur chaque film, sont extraordinaires. Le film a pâti de ça, tu vois. Il s'est un peu fait shitstormer par tout ça et quelque part, ça nous regarde pas. Bon, quand t'es passionné, bon, c'est intéressant, tu aimes ça, tu vois. Mais ça ne doit pas colorer, influencer notre jugement sur le résultat final. Le résultat final, quand tu le vois, je trouve qu'il est splendide. Il n'est pas parfait, mais il est très beau, quoi. Quand tu redécouvres le film aujourd'hui, est-ce que tu l'aimes pour les mêmes raisons? Pas du tout, en fait, c'est vrai que j'ai mis, je l'ai pas aimé dès le début, en fait, tu vois? Moi, j'ai préféré évidemment Alien 2 parce qu'Alien 2 c'était quand même plus orienté action et c'était celui que j'ai préféré, on va dire, toute mon adolescence et c'est en le revoyant plus tard, effectivement, que là, tout l'aspect, on va dire, un petit peu mystique, heu m'a plus parlé et effectivement, j'ai l'impression aujourd'hui quand on voit ce film, tout à l'heure tu parlais un petit peu, tu parlais de ce côté un petit peu de ces personnages qu'on peut voir comme des moines et autres et c'est vrai qu'on a l'impression de voir un démon qui entre dans un monastère en fait et aujourd'hui, je sais pas, moi je c'est ça me parle beaucoup plus qu'à l'époque, mais effectivement, ouais, j'étais plus, sur le Alien 2 évidemment, mais c'est ça qui fait la force, je trouve, de la quadrilogie Alien, c'est que chaque film est totalement différent. Le 1 est différent du 2, le 3 va être différent des 2 autres, le 4 est encore complètement différent, et justement, c'est ce qui fait sa force au 3, c'est qu'il ne propose pas, une suite au 2 et je pense que c'est pour ça qu'il a peut-être aussi pas fonctionné, c'est que les gens s'attendaient bah, revoir, tu vois, des personnages comme dans le 2, avec des mitrailleuses énormes, de l'action à tout va et là non, on te repropose quelque chose, de presque, j'ai envie de dire «plus simple» entre guillemets, tu vois? Avec un réalisme, vraiment, brutal.
une approche visuelle, différente, crue, sans fioriture et pas basée sur de l'action. Là, on retrouve le côté slasher. D'ailleurs, c'est intéressant, on peut passer maintenant à la comparaison avec les autres épisodes de la franchise. Moi, je pense que si on devait le comparer, celui qui se rapproche le plus, c'est le premier Alien, parce qu'on a aussi cette ambiance, oppressante et on a aussi ce côté un peu mystique, hein. Moi, la scène que je préfère dans Alien, c'est forcément avec le space jockey, hein. C'est cette scène-là, je l'ai vue encore j'ai vu Alien, j'ai eu la chance de le revoir à plusieurs fois là, au cinéma et c'est vrai que cette scène-là, elle marche, de manière extraordinaire. Espèce de géant, quand tu revois le film, tu vois qu'en fait, il a le ventre, complètement ouvert et tu comprends en fait, que là, dès le départ, en fait, on t'expliquait ce qui allait se passer, pour l'équipe du Nostromo. Donc ça aussi, c'est excellent comme idée. Le xénomorphe, il ressemble plus, sur du 3. Est-ce qu'il ressemblerait pas plus, en fait, à celui du premier Alien? Très agile, hein, il y a beaucoup de scènes où il descend du plafond. Il y a je trouve très presque, je dirais, ouais, très sensuel dans sa démarche, dans sa on dirait vraiment un félin, quoi. C'est un peu ce qui me dérange moi, Ah ouais? justement avec ce Ouais. xénomorphe parce que normalement le xéno prend les caractéristiques de son hôte et là, sachant qu'il sort d'un bœuf, c'est vrai qu'il est très agile pour un «bœuf» entre guillemets, j'ai envie de dire. Oui. Donc, l c'est vrai que à la limite la version cinéma avec le chien est peut-être un peu plus cohérente. Oui, mais je suis assez d'accord avec toi, mais c'est vrai que les scènes ont été faites c'est vrai qu'il au ciné, il sort du ventre d'un chien, effectivement. Donc ça raccorde plus avec le chien qu'avec le bœuf, ouais, effectivement, ouais. L'Alien du 1 fait plus robotique. C'est pour ça que moi dans Oui. le lore Alien, Ouais. je me demande toujours si le premier Alien, en fait, celui qu'on a dans, bah, dans le premier film, Mmh. n'est pas en fait un mélange entre le Xéno et pourquoi pas, hein, c'est juste une théorie, mais un androïde. Ce qui lui aurait donné justement ce côté très, très robotique, on et c'est pour ça que dans le Ah, 2, pourquoi bah, ils pas? sont beaucoup plus organiques, en fait Ouais. et donc je me demande si on va pas un jour avoir le lien justement entre on a eu Prometheus, on a eu Covenant, on sait qu'il y a David. Est-ce qu'on va pas apprendre au travers peut-être d'un film qui arrive prochainement, qui s'appelle Romulus, que l'alien était peut-être un mélange entre David et un Xéno? Je ne sais pas. Parce que c'est vrai que celui du premier, moi, ça m'interpelle toujours. Comme tu l'as dit, il y a un côté mécanique, en fait. Il a à l'arrière de lui ces espèces de tuyaux, il y a Oui. quelque chose de Ouais. il est pas aussi organique que dans le 2 ou dans le 3. Il est Ouais. très, très Mais je pense étrange. que ça correspond plus à la vision de Giger, en fait, je pense. Parce que même dans les Ah, tout à fresques et fait. tout ça, dans les graphiques qu'il avait dans son livre et tout, tu voyais vraiment ce côté, tuyau métallique, espèce de un alliage, en fait, entre le métal et le côté organique. Ça, je pense que c'était vraiment dû à sa propre vision. Mais ouais, si je devrais les comparer, je dirais que le premier Alien, bah, forcément, son avantage, c'est, bah, de découvrir la bête. En fait, c'est un peu comme dans le premier Terminator où tu sais pas que c'est un robot. Là, bah, tu sais pas du tout tu es exactement dans la position des, des personnes, du Nostromo, en fait, des voyageurs de ce vaisseau-là, commercial. Tu sais pas du tout, ce qu'il en est quand tu découvres le film. Alors que sur le 2, le 3 et les autres, bah, tu sais de toute façon ce qui les attend. Là, pas du tout. Donc il y a cet effet de surprise-là qui est aussi, qui est très, très impactant et qui fait partie, forcément des grosses qualités du film et son ambiance aussi oppressante, le côté, claustrophobe et là, sur Alien 3, je trouve qu'on retrouve cette dimension de slasher qu'on n'avait plus effectivement sur le second, Aliens, que j'ai redécouvert là à la Cinémathèque dans le cadre de, bah, justement la rétrospective et l'exposition Tech Noir de James Cameron, hein. J'ai vu Terminator, Terminator 2 et Aliens et je l'ai vu avec Aurel, hein, Aurel Swag, hein, avec qui on a fait Terminator, je l'embrasse et bah, lui, il était totalement emballé. On l'a À la fin, il m'a dit: «Waouh, quel film et tout» et ben, en fait, moi, bah, paradoxalement, autant comme Damien à l'époque où j'étais à fond sur celui-là, d'ailleurs, c'est un des premiers films, c'est une des premières imageries que j'avais gardées. C'était, sur la jaquette où on voit, Sigourney Weaver avec justement, espèce de mitraillette, avec lance-flamme et dans le bras et dans le bras gauche, un qui tient un enfant. Et moi-même, j'étais un enfant et quand j'avais vu cette scène-là, ça m'avait profondément marqué dans un vidéoclub et donc Aliens, oui, forcément, tu en avais pour ton argent. C'est-à-dire que là, dans le premier tu en avais un seul, là, maintenant, tu en as plein et du coup, tu en as plein les yeux, mais au final, tu perds tout ce côté intimiste,
film autorisant en réalité. C'est vraiment c'est comme si que ce Ali le 1er Alien, c'était un peu comme si c'était Terminator et Terminator 2 en fait, c'est Aliens, tu vois? C'est un peu le même principe quand tu regardes, c'est un peu un effet miroir et Alien 3 ça repart sur les rails, C'est la version plus lourde, plus bruyante, plus spectaculaire. et Mmh. justement et j'ai beaucoup moins aimé Aliens, alors que je l'ai vu dans des meilleures conditions. Tu vois, au cinéma, en 4K, en version longue et au bout d'une heure et quart, c'est là où tu vois le premier xénomorphe et encore, tu sais, c'est, dans son stade, dans pas d'embryon, mais je sais pas comment on dit là, tu sais, quand il est encore, il est pas encore, adulte, quoi et c'est juste ça et au bout d'une heure et quart et j'ai vraiment trouvé le temps long et après par la suite dans le film, oui, effectivement, c'est intéressant avec, le combat final et tout, mais hormis ça, franchement, j'ai été un peu déçu, quoi. Ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, mais vraiment, je me suis j'avais gardé un bien meilleur souvenir. Alors que Alien 3, au contraire, à chaque fois que je le vois, et bah, j'ai toujours ce plaisir-là, c'est vraiment, c'est un film que je redécouvre à chaque fois avec beaucoup d'intérêt, de curiosité et heu et là autant sur le Alien, on a cet effet-là, même si je trouve que maintenant c'est un peu daté, que ce soit, les écritures là, tu sais, sur les ordinateurs, tout ça. C'est censé faire, technologique et tout. Aujourd'hui, je trouve que c'est un peu limite. Après, le premier bien sûr, hein, il a des qualités extraordinaires, hein. Je peux comprendre que la plupart des gens le placent en numéro un du coup de la franchise par ses silences, par ses moments de stress, le côté, voilà, slasher, le slasher, c'est même un slasher violeur en vérité, tu vois? Parce qu'il y a certaines scènes où là, c'est très, très, il y a des sous-textes aussi qui n'appartiennent qu'à ce film et vous, du coup, entre Alien, Alien 2, et le 4, par exemple? J'aime bien le Alien de Ridley Scott, il y a pas de problème. Je l'aime bien, mais je suis pas non plus un fanatique, un gros fanatique, de Alien. Tu vois? C'est une borne, c'est une date, c'est incontestable, il y a pas de problème. Mais de cette période, parce que quand on parle de Ridley Scott, hein, c'est tout de suite Alien, Blade Runner, tu vois? Alien, Blade Runner, Gladiator et cetera. Et moi, de cette période-là de sa carrière, c'est-à-dire les années 80, son chef-d'œuvre, c'est Legend. C'est vraiment là, c'est ce qu'il a fait de mieux durant cette période-là. Même Blade Runner, j'aime bien le film, mais je suis pas un fanatique de Blade Runner. J'ai jamais compris moi cette hype de ouf sur Blade Runner. Je sais pas, Et moi non plus, je t'avoue que moi non et plus. je vais peut-être me faire défoncer par les auditeurs à chaque fois, mais Ah, c'est certain. c'est un film que j'ai vu très tardivement. J'ai, mon pote, Yanus, je lui fais une grosse bise aussi. Lui, il est fan de ce film-là, tu vois? Il est un peu plus âgé que moi. Il fait vraiment partie de cette génération un peu, Star Wars, Blade Runner et tout et c'était rare en fait de revoir les films. Tu sais maintenant avec il y a les UGC cultes et tout ça, tu peux redécouvrir comme ça des gros classiques et j'ai dit: «Bah écoute, vas-y», je me suis acheté un nouveau téléviseur. Il m'a dit: «Bah tiens, prends le Blu-ray de Blade Runner». Je me suis dit: «Voilà, génial, je vais vraiment le voir dans des très bonnes conditions». Et ouais, franchement, alors les images sont magnifiques et tout, l'ambiance, je comprends, mais j'ai jamais été réellement complètement emballé par ce film et j'étais même, enfin, je m'en voulais quoi de me dire: «Mais je sais pas, ça marche pas trop avec moi». Bien sûr, la fin, elle est géniale et tout, la punchline de fin avec la pluie, je suis d'accord. Tout dévoiler, peut-être s'il y en a qui l'ont pas vu. Moi, cette scène me saoule. Ah! Voilà, OK. Blade Runner, c'est une borne, c'est une date, il y a pas de problème. J'ai pas de problème avec ça. Mais je suis pas fanatique de Blade Runner. Heu, Moi, c'est pareil, en fait. Blade Runner ah ouais? 1, ouais, je suis pas Ah, toi aussi, excessivement Damien? fan de ce Ouais. film. Ouais, ouais, c'est pas, non, mais c'est pas un film, tu vois, que j'ai envie de revoir. D'ailleurs, ça Ah, fait moi, pareil. des années que je l'ai pas revu. Ouais. Même quand le 2e est sorti, tu vois, ça m'a pas donné envie de revoir le premier. Ah, tu l'as pas vu? Ouais, ouais. Ouais, je l'ai vu quand même, ouais. Mais ouais, bah, c'est marrant, hein, on a la même position tous les 3 sur Blade Runner, hein, effectivement. Après pour fermer la parenthèse de Ridley Scott, le le, le Aliens le Aliens de Cameron, faudrait que je le revoie, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Il est, c'est la suite, comme on dit à Hollywood, hein, bigger, louder. C'est la suite plus grosse, plus bruyante, voilà. C'est la suite, l'archétype de la suite, c'est d'ailleurs qu'on fait une suite, mais plus d'argent, plus de créatures, des gros guns, hein. On est vraiment dans cette surenchère-là. Mais comme il y a le talent de James Cameron derrière, ça fait un grand film. Moi, ce que je retiens du 2 surtout, c'est la relation de Sigourney Weaver avec Newt et le fait qu'elle est face à une mère aussi.
hein, c'est 2 mères qui s'affrontent et c'est que l'alien, ça a une personnalité dans le James Cameron, je trouve, c'est celui de la mère possessive, la mère qui protège ses petits. Donc ça lui donne un petit caractère humain comme ça qui je trouve intéressant. Tout ça habillé dans un look d'enfer, hein, tout ce robot-là, ce robot l'élévateur robot à la fin, là, c'est tout droit sorti d'un manga japonais. Enfin, c'est hallucinant, hein, visuellement, c'est extrêmement puissant, hein. Mais ce que je trouve fascinant avec Alien, c'est voilà, c'est ce combat de 2 mères, 2 mamans qui protègent chacune leur petit. Et le Jean-Pierre Jeunet m'avait laissé un peu pantois quand je suis allé le voir en salle. J'ai dit: «Putain, qu'est-ce que c'est que ça?» En Il a le mérite d'aller très loin dans plein d'idées, hein, notamment cet alien abominable à la fin là, qui est moitié alien, moitié humain. Mais avec le temps, je finis par vraiment de plus en plus l'apprécier. Parce que c'est un vrai film de Jean-Pierre Jeunet. OK. OK, OK. Et toi, Damien? Bah, évidemment, moi j'adore le premier. Le deuxième, que j'adorais avant, aujourd'hui, c'est un petit peu comme pour Terminator 2. C'est-à-dire que, tu vois, aujourd'hui, moi, je préfère vraiment Terminator 1 au 2. J'ai l'impression que quand j'étais beaucoup plus jeune, tu vois, c'était le côté action, il y a beaucoup d'aliens, ça tire dans tous les sens Mmh. et en vieillissant, ben, ouais, je m'aperçois que, tu vois, c'est plus vraiment ce qui m'intéresse et quand je vois Terminator 1, tu vois, je sais pas, j'y vois des choses vraiment beaucoup plus percutantes, en fait, que dans le 2 et c'est pareil pour Alien, en fait. Alien 2 qui avant t'en mettais plein les yeux. Aujourd'hui, j'ai tendance à vraiment préférer le premier, préférer le 3 qui est quand même vraiment celui que je préfère dans la franchise et pour le 4, c'est particulier. C'est vrai que quand je me refais la quadrilogie, le 4, il a toujours, j'ai l'impression qu'il est toujours, un peu à part, en fait. Il y a un côté comédie. Il y a quelque chose qui se dégage de ce film qui me gêne un petit peu, en fait. Mais effectivement, on retrouve toute la patte de Jeunet, hein, ça on peut pas le nier. Mmh. C'est pas un alien en fait, c'est pas vraiment un alien ce film, c'est pas un alien movie. C'est un film de Jean-Pierre Jeunet avec des aliens dedans. Exactement. Ce qui est super d'ailleurs, hein. The Delicate Alien. C'est ça, joli, joli, joli. Il a amené son style. C'est ça, ça au moins on peut pas lui enlever. C'est-à-dire qu'il a Ça amené c'est aussi, top. sa colorimétrie là. Il a ramené cette espèce de gros plans. Il fait des plans très, très, il fait des plans serrés, mais avec des courtes focales. Donc en gros, ça déforme la perspective des visages. Mais après, si on est fan de son style visuel, je pense qu'on peut beaucoup apprécier ce film. Moi, je suis comme Damien sur ce cas-là. J'hésite pas à le dire. Je suis pas fan pour moi, c'est le moins bon des 4 là. Après voilà, c'est parce que ça correspond pas à ma sensibilité. Il y a plein de choses. Il y a une scène que j'avais beaucoup aimée, c'est une scène au début où, on comprend en fait que les aliens sont aussi dotés d'une intelligence particulière et je crois qu'il tue un autre alien pour que l'acide justement permette, à ce qu'il puisse s'évader. J'avais trouvé cette idée hyper ingénieuse et géniale. Après pour le reste, je me suis jamais, tu vois, au contraire de Alien 3 ou le premier, je me suis, jamais, comment dire, familiarisé avec les personnages, reconnu, c'est-à-dire il y en a un qui meurt, franchement je m'en fous un peu. Enfin voilà, j'ai pas eu cette identification que j'ai pu avoir sur, le premier ou le troisième. Après, voilà, ce film ne me correspond pas, que c'est un film qui a une patte. Il a la patte C'est de son ça. réalisateur, mais cette patte-là Ouais, ouais. ne me correspond pas à moi personnellement. Mais au moins, il a une identité à lui et ça, je le salue, je le salue. Après l'idée de l'alien, truc là, c'est Prédalien, c'est ça? Ou ça, c'est encore plus Ah tard? non, non. Non, Ah non, c'est après ça, ça, c'est c'est dans après? Alien versus OK, bah, Predator. il y a un alien différent là, ça aussi, j'avais pas accroché. Ouais, ça c'était hyper C'est le chelou quoi. Newborn. Le Ouais, Newborn, exactement. il Là, est très malaisant, hein. j'ai j'ai lâché l'affaire. J'ai «Oh là, Ouais, ouais, non, ça, là, c'est, Alf, tu vois? C'est du ça va grotesque en trop fait. loin». Et mais tu vois? Après, les aliens qui, ils nagent aussi à un moment donné. Cette scène, elle était bien Oui, aussi ça c'est là, plutôt sympa. Ouais, c'est voilà, dans plutôt les scènes, cool. sous-marines, là, ça, c'était cool. Mais voilà, il y avait un côté très comic book. Et comme dit Damien, un côté comédie pas toujours bienvenu. Et oui, parce qu'en fait, si par exemple je dois résumer Ouais. la saga, le Oui, premier en fait, ce serait un peu comme un film de maison hantée. Le c'est 2 ça. ce serait vraiment un film de guerre.
Le Ouais, 3e, en fait, on est dans le film de prison et le 4e, pour moi, c'est une comédie, en fait. ouais, tout à fait, ouais, c'est très juste ça, ouais. Donc le 4e, c'est vrai qu'il est vraiment à part, en fait, c'est un peu comme ces films, des années 90 où ça démarrait, bah, un peu comme par exemple, Freddy Krueger, ça démarre avec quelque chose de très sérieux et ça Mmh. vire à la comédie. Bah, Alien, j'ai l'impression qu'il a un peu lui aussi son film comique, en fait, voilà. Mais c'est comique sans être comique évidemment, mais il y a un côté, je sais pas, comme on l'a dit, les personnages Autoparodique. là, Il y a un le côté parodique. voilà, Mmh. Mmh mh. le monstre grotesque à la fin là qui est c'est ouais, c'est Mais il y a plein de bizarre. franchises malheureusement qui ont pris ce pas. D'ailleurs, j'avais une idée de Mmh. pourquoi toutes les franchises comme ça, elles sont parties en vrille. Tu vois? J'avais une idée comme ça d'un épisode en me disant: «Mais pourquoi toutes nos franchises qu'on a tellement aimées, appréciées, qui ont été tellement, fondatrices dans notre cinéphilie, comment on peut expliquer que ce soit Terminator, Alien, Predator aussi?» Parce que Predator aussi, Mmh mh. au départ, c'est très, très sérieux. Et puis après, par la suite aussi, c'est parti complètement en steak, tu vois? Et toutes ces franchises-là qui ont été extrêmement gâchées, c'est le syndrome, Jean-Claude Van Damme. Tu vois? Au début, c'est sérieux, après ça part en ça part en vrille. Ah, je la connaissais pas Non, mais je celle-là. viens de l'imaginer comme ça spontanément, mais c'est vrai, tu vois? C'est la trajectoire aussi du parcours de Van Damme. C'est-à-dire que le mec, il est autoparodique aujourd'hui, alors qu'à l'époque, non. C'était au premier degré, Bloodsport, tous ses premiers films, d'ailleurs, je ferai un épisode sur Full Contact, j'ai fait sur Karate Tiger et Bloodsport. Full Contact qui est pour moi, c'est un truc de ouf, on parle d'Alien 3, on parle de Full Contact. Mais Full Contact qui est pour moi le meilleur, film de Van Damme. Mais voilà, tu vois? Ne serait-ce que quand on a commencé à l'appeler JCVD et tout ça. Pourquoi toutes ces franchises-là qu'on a tant aimées, qu'on a tant choyées, pourquoi elles ont pris cette dérive-là de la parodie? Et j'ai un peu l'impression aussi que c'est aujourd'hui, sans faire, de la philosophie de comptoir, mais c'est un peu aussi la trajectoire de la société en général. C'est-à-dire qu'au début, on parle de choses, crues, réelles. Aujourd'hui, tout est parodique, tout est smiley. Tu vois? Avec l'avènement de la télé-réalité il y a 20 ans, tout part comme ça dans un espèce d'humour potache et malaisant. C'est pour ça que je pense qu'on aime tant, si tu veux, se replonger, dans ces anciens, films, les premiers en tout cas, parce qu'on redécouvre un sérieux, tu vois? C'est sérieux. Mmh. Le film d'horreur, je crois que c'était avec toi, Fouad, on en parlait de ça dans les Stephen King, les films d'épouvante. Non, je crois que c'était avec Redouane sur les films de loup-garou. Épouvante, on appelait ça. Tu te Mmh. rappelles Damien, avant on disait les films d'épouvante dans les vidéoclubs. Pourquoi? Parce que c'est épouvantable mec, c'est épouvantable. Ça fait peur. Aujourd'hui non. Aujourd'hui, tu as beaucoup de bon après il y a ce qu'on appelle les elevated horror et tout ça, tu as quand même des choses aussi qui sont flippantes. Mais tu as beaucoup ce côté, humour gras, un peu potache et tout et c'est un peu dommage. Déjà c'est un petit peu la minute coup de gueule mais voilà, c'est un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, la franchise un peu est partie en vrille, hein, notamment avec les Alien versus Predator là, je sais plus combien ils en ont fait 2 je crois. D'ailleurs le 2e est une catastrophe, sans nom, hein, Alien versus Predator Requiem. C'est un film où en fait, on voit rien, hein, littéralement, on ne voit rien à l'image. C'est-à-dire que ah mais tu C'est tu ah mais tu envie de as dire au une chef-op: télé, «Hé, allume! tu Hé, une allume!» OLED rétroéclairage 100. Tu vois Non rien, mais en fait. Même tu mets des on voit projecteurs sur rien! sur l'écran, tu Non es mais en galère. il y avait plus de budget pour l'électro, on ne voit rien. C'est du foutage de gueule. Mais pour rebondir sur ce que disait, par exemple, Damien sur la Freddy, qui est aussi une franchise que je surkiffe et Oui. je ferai aussi après le temps, il y a tellement de films aussi encore, que j'ai pas fait, mais Freddy forcément. Mais tu vois, Freddy, c'est exactement la même chose. C'est devenu après une parodie de lui-même. Alors, bah, c'est un serial killer et tu vois, là, je repensais à une image, mais pareil, Jason vs, Freddy. Alors moi aussi, je l'ai revu, je trouve qu'il est sympa à certains aspects, mais c'est pareil. Faut se rappeler, Jason et Vendredi 13 et Freddy le 1, Nightmare on Elm Street, c'est très, très sérieux, c'est très cru, c'est brutal, c'est violent, c'est des films d'horreur sans concession et tu revois la dernière scène, du combat final entre Freddy et Jason, tu as Jason, qui a découpé la tête de Freddy, qui le porte ou un truc comme ça et tu as Freddy qui fait un clin d'œil. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est Scooby-Doo, en fait, là. C'est un problème, en fait, ça. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est la première scène dans le premier Mmh. Freddy où la fille là, elle est catapultée. Vous vous rappelez de ça? Sur le plafond, c'est une profusion de sang avec, Johnny Depp, enfin, c'est du Shining, en fait. C'est Ah violent le film ne te donne pas envie de t'endormir, hein, ça c'est clair. et juste pour faire peut-être une comparaison avec le prochain,
pour être justement un petit peu dans la thématique, actuelle. Le Romulus, qu'est-ce que tu as pensé toi, fois de la bande annonce? Elle m'a fait envie. D'accord. Alors, je déteste les Prometheus et Alien Covenant. Je trouve que vraiment, ces films n'auraient pas dû être faits. Enfin, je déteste ces films-là parce que ils vont ce qui fait le charme de cette créature, c'est son côté mystérieux. Moi, c'est ça qui me plaît. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas, quoi. Et là, Ridley Scott, il a commencé à leur inventer une mythologie, des grands-parents, une famille, un cousin, une cousine. On sait précisément enfin, on perd le mystère, ça évente tout ça, quoi, tu vois? J'ai l'impression que Scott a voulu raconter totalement autre chose et qu'il a greffé Alien pour vendre la sauce, quoi. Tu vois? C'est un film qui est au-delà d'Alien, qui aborde d'autres thématiques, moi, perso, avec lesquelles moi j'ai un problème. Mais fermons la parenthèse. Par contre, là, le Romulus, il y a, ne serait-ce que dans la bande-annonce, il y a des idées visuelles, une scène en apesanteur, il y a une espèce de lumière infrarouge qui permet de voir l'alien à l'intérieur de ton ventre. Ça, j'ai beaucoup aimé cette idée. J'ai l'impression que Fede Alvarez, là, il a trouvé des trucs pour renouveler la sauce. Et je dois dire que j'ai envie, je vais aller voir ce film. La bande-annonce m'a plutôt enthousiasmé, d'autant plus que Fede Alvarez a relevé un autre défi il y a quelques années, c'est de refaire Evil Dead. Et je trouve qu'il s'en est brillamment tiré. Donc, moi, j'ai toute confiance. Et Evil Dead, là aussi, on va me j'ai jamais compris la hype sur ce film. Je parle du premier, hein. Mais bon, enfin, je vais pas m'étendre là-dessus. Mais les trucs, maquillage carton pâte, tout ça, j'ai jamais compris vraiment voilà, la fascination qu'il y avait sur ce premier film. Autant Sam Raimi, il y a d'autres films que j'aime beaucoup, mais voilà. Donc j'ai pas vu le remake de Evil Dead, mais apparemment c'est une Il est réussite, de, ce que j'entends il est de beaucoup. très très bonne qualité et j'en ai été le premier surpris. Parce qu'aujourd'hui, c'est très, très compliqué à être créatif parce que tellement tout a été fait, toutes les idées ont été déjà été mis, à l'image, c'est très, très, très difficile aujourd'hui d'être, original. Et comme tu dis, cette espèce de scanner là qui permet de savoir si tu as un alien ou pas, j'ai trouvé ça hyper malin, hyper ingénieux, c'est voilà, c'est Ouais. génial. Le côté apesanteur, on se dit: «Mais bah, oui, bien sûr, comment on n'a pas pu l'imaginer avant?» Forcément, ça marche super bien. Après les réserves que j'ai, tout à l'heure, Damien parlait, du sound design. Ce sound design-là, en fait, il m'a fait mal aux oreilles. C'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était un surplus, c'était sur la bande annonce, hein, que j'avais vue, c'était trop, en fait, c'était too much. Tu sentais que vraiment ils voulaient jouer sur le côté crispant. Tu sais, tu vraiment l'impression que c'est: «Oh, vous allez voir, on va vous mettre mal à l'aise, allez». Et ce sound design, en fait, moi, il m'a agressé, plus les tympans qu'autre chose. Donc j'ai trouvé vraiment, too much. Après, autre chose que j'apprécie pas trop, c'est ce côté aussi, le casting qui est constitué uniquement de jeunes. Parce que là, aujourd'hui aussi, Oui, pareil, on est dans ce monde où il faut mettre en avant, des jeunes, en fait. Ça devient des teen movies, le truc, tu vois? Autant avant, c'était un type de film, autant là, je comprends pas. Sur le premier Alien, tu avais les mecs, c'est ils avaient tous des des gueules. darons, Ils quoi. avaient des Ouais, gueules, tu vois? ouais, C'était des c'était des darons. darons. Ouais, L'autre, il ouais. parlait de syndicaliste, bah, dans Aliens, il y avait aussi des personnages un peu plus jeunes, hein, quand même, tu vois? Mais il y avait quand même un mélange. Mais je m'étais fait la remarque aussi. Ouais, ouais, je m'étais fait la remarque. Peut-être que ça va être justifié. Je suis curieux de voir comment ça va être justifié par le scénario. C'est typique de Fede Alvarez, en fait, parce que tu regardes, Ah d'accord. bon, Mmh. Evil Dead, bah, c'est pareil, c'est des jeunes, en fait, et puis il y a qui essaient d'échapper à quelque chose, donc c'était notamment l'addiction à la drogue, et cetera. On retrouvait après dans son autre film, j'oublie toujours le titre, mais celui avec l'aveugle là. C'est pareil, c'est des jeunes qui Ouais. essaient de trouver de l'argent pour échapper, en fait, à leurs conditions. Et là, dans ce Alien Romulus, bah, en fait, ce sont des jeunes. Alors ce qui est, je veux pas spoiler, mais nous, on a fait une vidéo, en fait, où on a vraiment essayé de comprendre en profondeur, en fait, ce qu'on allait retrouver dans ce film-là. Et en fait, c'est une bande de jeunes qui veut échapper à la vie sur les colonies. Donc un petit peu comme la colonie que l'on D'accord, voit dans Alien 2. Et en fait, on voit d'accord. les adultes travailler, mais on se dit: «Ouais, mais les jeunes, qu'est-ce qu'ils font, en fait?» Et leur vie, ça va juste être d'être ici, dans un endroit qui est, bah, lugubre, il y a rien à y faire,
terraformer des planètes et en fait faire quoi? Attendre d'avoir 20 ans pour reprendre le travail de leurs parents et en fait, dans Alien Romulus, ces jeunes-là vont essayer de s'échapper de cette condition, pour aller rejoindre en fait, une autre planète sur lequel, peut-être qu'il y a une vie, beaucoup plus normale et ils sont obligés de passer par, en fait, ce vaisseau, le Romulus et peut-être de trouver alors un caisson cryogénique, je ne sais pas, pour pouvoir, s'échapper de là et malheureusement, ils tombent dans le mauvais vaisseau puisqu'il y a eu des expériences avec des aliens. Ouais, il y a une vraie explication, quoi. Ouais. C'est C'est inhérent à justifié. Fede Alvarez, Ouais, en fait, je pense qu'il est vraiment et c'est une obsession qu'il a, ouais, mmh, ces jeunes qui cherchent à d'accord. s'émanciper un peu de leurs conditions. Donc, moi je le vois comme ça, en fait. L'explication le mec a beaucoup de talent, je trouve, hein, ce Ah Fede oui, Alvarez. Il est vraiment très intéressant. Ce sera sûrement bien meilleur que ce qui a été fait après, ça c'est évident, hein. ça va être très surprenant parce que ça va se situer entre le 1 et le 2 et je Ah pense que d'accord, les fans du premier ne vont peut-être pas accepter certaines choses, en fait. d'accord. J'avais entendu Surtout voilà, surtout au niveau du xénomorphe, ouais, je crois, on va le dire, on va dire, parce que Fouad il est pas au courant. Apparemment, de ce qui l'idée Ah tu as plein d'infos Damien, dis-moi, ah non, ouais. mais Damien, il a Ah, fait une tu émission de je sais pas de combien de as temps des dessus. espions à Hollywood ou quoi? Il a tout, décortiqué. Ah ouais? Tu as sorti tout ça de la bande annonce? En fait, on a décortiqué la bande-annonce image par image. On a essayé de comprendre un Arrête. petit peu ce qu'on pouvait y Oh voir là là, et énorme. il y aurait peut-être possiblement, Ouais. Ripley qu'on ne verrait pas, mais qui serait présente en fait, pas loin et on a surtout le xénomorphe du premier film en fait, qui n'est pas forcément mort à la fin comme on pouvait le penser et qui Ah s'est protégé, ouais, grâce à un d'accord. cocon, autour de lui. Ouais, ouais. Donc c'est Alien 1.5. D'accord. Exactement. Ah tiens, non mais vraiment ça me donne d'autant plus envie du coup de le voir quoi. Moi j'ai vraiment confiance en ce mec là, Fede Alvarez, ouais, il a beaucoup de talent ce mec je trouve et il a un talent certain pour se tirer des pièges et des projets très risqués en fait. Parce que passer derrière Sam Raimi sur Evil Dead, bon fallait le faire quand même, hein. Il fait partie des mecs qui parviennent à faire preuve d'originalité dans des carcans, dans des univers, très anciens et déjà très établis. Je me permets d'en revenir à notre réalisateur là de cet épisode, David. À ma connaissance, il a pas fait d'autres films comme ça, de genre fantastique et tout? De mémoire, non, bon Benjamin Button, Ah peut-être, Fight Club, on peut dire, non? ouais, Fight Club, Ouais, peut-être. Fight Club, mais c'est vrai que je pense qu'il a dû être, un petit peu dégoûté de ce qui s'est passé et peut-être que ça ne lui correspondait pas non plus, hein. Tu sais, il est peut-être arrivé sur le projet aussi, en l'acceptant parce que, c'était son premier long métrage, mais tu vois, par la suite, peut-être qu'il s'est ouais, il a plutôt exploré, en fait, ce qu'il voulait réellement raconter avec Seven, The Game, Fight Club, mais peut-être que c'est pas un genre qui lui correspondait non plus. Alors, il l'a accepté des 2 pieds, des 2 mains, hein. Il a signé avec enthousiasme, hein. Parce que Fincher, à l'époque, on va le rappeler, hein, le mec est multimillionnaire. C'est une méga star de la pub et du clip. Surtout connu pour ses pubs pour Nike, pour la Ligue contre le cancer, hein, c'est cette fameuse pub où un fœtus est en train de fumer dans le ventre de sa Ah mère, hein. Ça, c'était c'est lui une pub ça? qu'il a Ah rendue ouais, génial. ouais, qu'il a rendue très célèbre. La pub avec Agassi où il joue au tennis et ça fait valdinguer des télévisions, là. Ça, c'est Fincher. Et qu'est-ce qu'il a fait? Enfin, puis il a fait des clips, hein. Il a fait des clips pour Janet Jackson. Ouais, ouais, les gros groupes hein, de l'époque. Le mec c'est une méga star, quoi, le gars. Donc, le gars, je veux dire, lui, un premier long métrage. Parce qu'avant de signer, il avait fait tourner, il a fait la tournée des popotes pour des projets personnels. Et qui demandait énormément d'argent. Notamment à la Paramount, il avait présenté un film qui était budgété à 50 millions, ou à 40 millions. Et le patron de la Paramount lui a dit, mais t'auras jamais 40 millions pour un premier film. Et Fincher lui répond oui, vous avez raison, je le sais. Qu'est-ce que je ferais d'un film de 40 minutes? Ouais, c'est beau. ça, Il était ça déjà donne audacieux, l'état il était déjà d'esprit. sûr de lui en fait, finalement, ouais. Exactement, c'est que le mec, il est arrivé, c'était Stanley Kubrick, quoi. En tout cas, il avait la confiance, hein, tout le monde le dit, hein, il avait une confiance chevillée au corps. Le mec, il n'avait pas le comportement d'un rookie. Et je sais plus qui lui disait mais attends, mais qu'est-ce que tu vas t'emmerder qu'Alien 3, c'est un panier de crabes ce film. Et lui, il avait envie de prendre la suite de Ridley Scott. Et lui, ce qui le plaisait, c'était de marcher dans les pas de Ridley Scott et d'apporter sa patte. Il avait vu un truc. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, les amis, hein.
que ça plaise ou pas à David Fincher, ce film est un film de David Fincher, de A à Z, quoi. C'est, je ne vois rien de la commande sans âme là-dedans, hein. C'est Fincherien en diable, quoi. Et même s'il renie le film aujourd'hui, quoi. Ouais, je pense qu'il a encore du ressentiment. Il aurait dû, à mon avis, tu vois, prendre plus de recul. Après, des fois, quand il y a des amitiés, des trahisons, des choses comme ça, c'est toujours un peu compliqué après de revenir, tu vois? Mais au moins, il aurait pu le faire pour le public. Mais il est passé chez Mouloud Achour hein, récemment. Je ne sais pas si vous avez vu le show de Mouloud Achour. Et là, il s'est un peu assagi. Il a dit ouais, j'ai beaucoup appris sur ce film. Mmh. Alors, je sais pas si on peut le dire à l'antenne, tu le couperas si ça te convient pas. Mais il y a quelques années, lors d'une masterclass, il a parlé d'Alien 3 comme d'une sodomie rituelle de 2 ans. Et je cite ces mots. Hein. Donc, c'est dire à quel point le traumatisme qu'il avait. C'était déjà une forte tête, le mec. Il n'avait pas du tout le comportement d'un rookie, quoi. Il s'en battait les couilles. Il voulait faire son film. Voilà, il était là pour faire son film. Il n'avait pas du tout le comportement attendu d'un rookie. Oui, oui, monsieur. Vous voulez que je fasse? Oui, d'accord. Je coupe ça? Oui, d'accord. Oui, monsieur. Oh, je suis tellement content de faire mon premier film. Oh là là, quel honneur. Lui, il n'était pas du tout dans ce délire-là. Hein. Il a dit, écoutez, je suis payé, vous m'avez embauché, je veux faire le film que je veux. Si vous n'êtes pas content, allez vous faire foutre. Il était vraiment comme ça. C'était... Mais voilà. Mais moi, je suis convaincu que des conflits, des problèmes, euh, il sort toujours des grands films. C'est un film à coucher au forceps, quoi. Et le résultat est magnifique. Mais surtout que David Fincher Ouais, quand même, avant de travailler donc dans les clips et la publicité, il oui, travaillait pour ILM. c'est vrai, Donc absolument. il avait travaillé sur les effets spéciaux d'ailleurs, je crois, de Indiana Jones, 2, Temple de maudit. Star Wars. Ouais. Il avait un beau background, quoi, hein, et le problème, c'est qu'il arrive sur un film comme Alien 3 qui en plus n'est le scénario n'est pas terminé, c'est écrit plus ou C'est moins ça. pendant le tournage. Enfin, je crois que même la durée de tournage, est revue à la baisse. Enfin, il doit s'adapter à tout ça et je Les trouve, pires ouais, effectivement conditions. qu'il s'en sort quand même bien, Il ouais. s'en Ouais, ouais. sort Mais magistralement. il s'en sort bien, ouais, il s'en sort bien, pardon, parce qu'il n'y a pas que lui, en fait. Lui, c'est une pierre angulaire, mais comme on l'a dit, il y a Hélène Sigourney Weaver qui est dans son prime, le chef-op, le directeur de la photo qui a un Il a des travail, cadors autour de extraordinaire, il a lui. des cadors. Et les meilleures équipes anglaises, quoi. C'est pas lui qui est là, qui est face à c'est pas Maradona qui joue à Naples et il est en galère, il y a que lui qui est fort et il doit faire gagner le Exactement. championnat. Désolé, on Exactement. a la Ouais. culture qu'on a, mais tu vois ce que je veux dire? Donc il est entouré d'une grande équipe aussi autour de lui, des talents purs, tu vois? Les décors, parce qu'on n'a pas parlé des décorateurs, mais c'est ça aussi, malheureusement, on Norman les a pas cités, tu Reynolds, vois? le grand Norman Reynolds pardon, hein, qui a fait les Indiana Jones, entre autres. Lui, il fait partie justement de ce cocktail, détonnant, mais il n'est pas seul, quoi. Il aurait suffi juste d'avoir une équipe, artistique, à la baisse moins bonne, un compositeur qui est pas au niveau, un chef-op, qui s'est pas éclairé comme dans Alien vs Predator 2. Enfin, tu vois? Et vite, ce Tu serait m'étonnes. vraiment parti en steak et c'est pour ça que je trouve que c'est dommage parce que je trouve qu'il rend pas, honneur au travail de tous ces gens-là, tu vois? En reniant le film. C'est très juste. Parce qu'un film, c'est le travail, constitutif d'une équipe. C'est pas qu'une personne. Et je termine sur Fincher. J'aurais aimé qu'avec le temps, il mette de l'eau dans son vin, tu vois, et qu'il lâche un commentaire audio, qu'il lâche des interviews. Mais même ça, il a même pas fait, quoi. Tu vois. Ça, c'est pas cool. C'est pas cool parce qu'un jour, il va se rendre compte que beaucoup, beaucoup tiennent ce film en très haute estime. Que ça lui, que ça lui plaise ou non. En tant qu'artiste, ton film, quand il est fait, il ne t'appartient plus. Il appartient au public. Et tu dois te mettre au diapason du public. Et si toi, tu détestes ton film, mais qu'il a trouvé un large écho auprès du public, il y a forcément une raison et tu dois te poser des questions et un petit peu rétro-pédaler et te dire que finalement, ce film, en fait, il est génial, quoi. Et ça, je regrette qu'il ne l'ait pas fait. J'espère qu'il le fera un jour, quoi. Et l'autre problème avec pas que Fincher, mais les clippers de l'époque, c'est que les mecs, sur un clip, c'est les rois du monde.
Ils ont des budgets très importants. C'est des tournages très, très courts, mais les budgets sont très importants. Ils ont carte blanche. Et donc, ils passent d'un secteur d'activité où ils sont les rois du monde, la pub, le clip, à un secteur d'activité où ils ne sont plus qu'un rouage d'une grosse machine. Et c'est pour ça qu'il y a des clippers qui se sont cassés les dents. Moi, je pense notamment Andrew Sipes, par exemple, le mec qui a fait Fair Game avec Cindy Crawford. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film. Prod Joel Silver. C'est que du jour au lendemain, tu es une star sur le plateau, tu as tous les moyens techniques dont tu rêves, tout le monde t'adule parce que tout le monde te veut, ils veulent les images que tu fabriques. Et à Hollywood, tu es juste un rouage, quoi. Et ça, la transition, ça fait mal. Ça fait très très mal. Il faut s'y préparer. Et il y en a qui n'ont pas supporté la décompression du SaaS, quoi. Et ça explique forcément. Voilà, on est dans deux univers différents. Fincher, il a tenu parce qu'il est talentueux, il était soutenu et comme tu l'as dit, Jamel, il avait d'excellentes équipes autour de lui. Et puis le mec, c'était le troisième réal. Au bout d'un moment, putain, le film, faut le terminer, quoi, putain. Au bout d'un moment, il y a un point de non-retour, quoi. Il faut finir le film, quoi qu'il arrive, quoi. Voilà, je termine juste. Fincher, Monsieur Fincher, si vous m'entendez, mettez de l'eau dans votre vin. Bah, il écoute, hein, je reçois des messages Ah, sur Instagram, il m'envoie des notes vocales. D'ailleurs, I can't find Ram. il a un peu des fois, c'est un peu compliqué parce que je lui dis: «Écoute, j'ai pas trop le temps, je suis en train de préparer d'autres choses et tout» et puis il insiste. Reviens sur ta position. Revenez sur votre position. Votre film n'a pas l'image que vous en avez auprès du public et c'est ça que vous devez retenir. Votre opinion personnelle, à la limite, on s'en fout. C'est l'impact qu'a eu votre film Alien 3 sur le public. Il n'y a que ça qui doit compter à vos yeux. Et voilà. Pour terminer, je voudrais savoir si vous aviez des recommandations pour nos auditeurs de films qui pourraient s'inscrire un peu dans cette ambiance. Moi, je pense à Pitch Black, je sais pas ce que vous en pensez, avec Vin Diesel. De David Towie, qui a bossé sur Alien 3 d'ailleurs. Ouais, Ah, énorme, OK. ouais. Transition toute faite. Ouais. Et puis un film, Damien, toi tu dois connaître, un spécialiste, Screamers. Oui, bah, oui. Planète hurlante. Ah oui, ah ouais, Christian Dupuis. Ouais, ouais. Avec Sorti en Robocop. 95, un Ouais. film, voilà, canadien, je crois, Peter d'après une œuvre Weller. de Philippe K. Dick, hein. Et voilà, c'est, des robots aussi, pareil, c'était un mix entre un peu Alien et Terminator avec des robots, encore une fois, hein, l'intelligence artificielle, hein, déjà à cette époque. Sur la planète Sirius, tiens, Sirius 6B, ça aussi c'est très, très marqué. Mais je garde un très bon souvenir de ce film-là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas revu. Mais ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Damien? Tu l'as revu toi récemment? Est-ce que si je le revois, je vais me prendre une claque et je vais me dire finalement c'était pourri ou bien ça a bien vieilli? Non, Planète hurlante est vraiment très, très bon. Moi, je l'aime Ah beaucoup. cool. OK. Il est encore, vraiment regardable. Il y a également une suite qui est très intéressante. Alors effectivement, c'est beaucoup moins bon, mais ça développe quelque chose, que je trouve très, très intéressant, qui a d'ailleurs été repris dans, Terminator, Salvation. Mais non, Planète hurlante reste un très bon moment de cinéma, il y a pas de souci. Voilà, moi j'ai placé mes 2 films, à vous, hein, Pitch Black et Planète Hurlante, qu'on pourrait, donner en termes de recommandations, pour donner envie un petit peu dans un film comme ça avec une atmosphère singulière. Pas forcément le même, un côté gothique, mais au moins un film justement où quand tu le vois, tu t'immerges dans un univers, film science-fiction, voilà, je pense qu'on va rester sur la science-fiction ou, Eh ben, peut-être au moi, je vais fantastique, horreur. recommander 2 films de Vincent Ward, euh, donc, qui était le réalisateur précédent de Alien 3. Et il faut s'intéresser à Vincent Ward. C'est vraiment un cinéaste très singulier. The Navigator, le film que j'ai pitché tout à l'heure, qui se passe au Moyen-Âge, c'est des gens du Moyen-Âge qui se retrouvent au XXe siècle. C'est Déjà le pitch vraiment. il est cool déjà, hein. Déjà, c'est ouf, quoi. Le pitch, Ouais. déjà, t'as envie de le voir, quoi. Et c'est très singulier. C'est très singulier. Et son premier film qui s'appelle Vigile. Vigil. Pareil. C'est très singulier. C'est très. Voilà, c'est. On est. Ça ne ressemble qu'à Vincent Ward, hein. Voilà, donc, c'est deux recos. OK et Navigator, je vois un noir et blanc, donc déjà un parti pris, quoi. Ouais, absolument. C'est vraiment un film qui est fascinant, qui travaille cette imagerie moyenâgeuse. Et c'est dans une scène du film, ils sont dans une fonderie, hein, justement, la fonderie.
i on va s'a tu peux t'amuser à détecter déjà Des des prémices, signes, ouais, des ouais, de prémices d'Alien 3 déjà dans The Navigator, en fait. C'est pour ça que au fond de moi, dans un coin de ma tête, je je peux pas m'enlever l'idée que Alien 3, c'est aussi un petit peu un film de Vincent Ward. Un petit peu. Même si Vincent Ward, renie totalement, enfin, il ne reconnaît pas du tout son travail, mais il est crédité quand même, à l'histoire. C'est voilà, il faut s'intéresser, mais il a fait Cœur de métis aussi, il a fait d'autres films. J'aime beaucoup comment il travaille, la figure du sacré, hem, le la spiritualité, le mélange entre le sacré et le profane. C'est très, très intéressant. Son film le plus connu, son plus gros budget en tout cas, c'est Jusqu'au bout de nos rêves avec Vincent Au-delà de nos rêves, pardon, avec Robin Williams. Hein, c'est un film où un homme va aller au fond de l'enfer pour aller chercher sa bien-aimée qui s'est suicidée. Hein, donc là, il y a plein de tableaux de Jérôme Bosch, il figure l'enfer et le paradis dans ce film, c'est absolument fascinant. C'est son plus gros budget à ce jour, bon, un film qui a pas du tout marché, mais il existe. Heu, donc 3 recos, hein, The Navigator, Vigile et Au-delà de nos rêves. merci beaucoup, Fouad. Et Damien? Moi, il y a un film que j'ai vu dernièrement et vraiment j'étais passé à côté pendant de nombreuses années, c'est Outland de Peter Hyams Ah avec, ouais, Sean Connery excellent, et quand j'ai excellent, vu ce film, je me suis dit: «Mais en fait, ça aurait pu être une sorte de spin-off ou de préquel à Alien». Parce qu'on carrément. retrouve évidemment, on retrouve toute la, comment dire? L'esthétique de Alien 1, même au travers des personnages avec les casquettes truckers comme ça. On est vraiment, ouais, sur C'est vrai ça. une colonie minière avec des truckers de l'espace, en fait et on peut imaginer que le Nostromo aurait pu, en fait, décoller de cette planète-là de cette colonie-là pour après aller dans l'espace et puis, il lui arrive ce qui lui arrive. Mais Outland, vraiment regardez-le, il y a quelque chose, il peut s'inscrire en fait dans l'univers de Alien, sans problème. C'est vraiment incroyable et ensuite, 2e reco, bah, je pense à un autre film aussi que j'ai vu récemment et que j'ai vraiment adoré, La planète des vampires de Mario Bava, qui je pense a clairement inspiré Prometheus. Il y a des Ah! choses vraiment qui ne trompent pas. Hem Vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été reprises dans Prometheus et ce film est vraiment incroyable. Alors ça fait un peu cheapos, on n'est pas dans, voilà les visuels, incroyables de Prometheus, mais il y a quelque chose, je trouve, dans ce film qui est vraiment très chouette. Donc Mario Bava, La planète des vampires, ça doit dater des années 60, 65 peut-être, je crois. Donc à voir également. Très, très lourd, ça donne vraiment envie de les découvrir. Vous les avez très, très bien vendus, hein. Mais pour terminer, tu sais, moi, je voulais, juste en parler un petit peu sur Alien 3 parce qu'on a parlé Mmh. de tout son côté un petit peu religieux, de tout ce côté spirituel de Alien 3. Mais moi, je me demande vraiment si Alien 3, c'est pas en fait une satire du christianisme. Parce que quand on regarde bien le film dès le début, on voit par exemple, ils s'aperçoivent qu'il y a une lumière dans le ciel, puis cette lumière, qui tombe en fait, bah, c'est pas l'étoile de Bethléem, en fait, c'est le vaisseau spatial dans lequel Mmh. c'est le dans lequel se trouve Ripley. Après on a le prêcheur là qui va nous faire tout son sermon, on a Ouais, le pasteur, moi je l'appelle le pasteur, ouais, Dylan, ouais. le pasteur, Leader spirituel, ouais. on a le bœuf en fait qui est ramené, non pas à l'étable, mais là il est plutôt ramené en fait à la, L'abattoir? Abattoir? à l'abattoir, voilà, on l'amène pas Mmh. à l'étable, mais à l'abattoir. D'ailleurs, il y en a même un qui dit: «Ah, Noël arrive en avance», tu sais, quand ils sont justement dans cet abattoir et je trouve Mmh. vraiment qu'il y a quelque chose de particulier dans ce film et je me demande s'il faut pas creuser de ce côté-là. D'ailleurs, à un moment donné, c'est pareil quand ils vont jeter les corps, en fait, des morts, il y a une prière qui est récitée et hop, l'alien va naître, en fait, du cadavre de ce bœuf. Mais cet Mmh. alien, en fait, ce xénomorphe, il est pas arrivé là, en fait, comme un dieu, pour venir, justement apporter la rédemption à ceux qui se trouvent sur cette planète. Non, il vient, apporter, en fait, le chaos, la dévastation et je trouvais qu'il y a vraiment quelque chose de tout ça et une fois qu'il a terminé et là où on pensait, en fait, que c'était, Ellen Ripley qui allait mourir comme ça avec cette figure christique, les bras en croix, tombés dans les flammes de
furnace, comment on appelle ça? La fonderie et ben, en fait, non, puisque au moment où elle tombe, en fait, il y a alors ça, il faut regarder la version cinéma parce que ça n'est pas dans la version Assembly Cut, mais en fait, il y a le l'alien qui sort de son corps et en fait, c'est l'alien le Christ parce qu'il est Ripley n'est que la croix sur laquelle se trouve l'alien et je trouve que vraiment il y a vraiment une, comment dire? Une imagerie dans ce film qui est incroyable, quoi et je me demande s'il faut pas creuser de ce côté-là, faut pas le voir comme ça. Ouais, c'est une vision, hein, c'est une vision intéressante, hein. Il joue avec cette imagerie à l'évidence, hein, ça c'est incontournable, hein, mais Fincher a ajouté les codes barres, par exemple, les codes barres sur la nuque. Ça, c'était très fort ça comme idée, hein. C'est que là, tout à coup, bah, tu une marchandise, quoi, tu une denrée périssable, quoi. D'ailleurs, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est vrai qu'il y a, cet effet au départ du ventilateur. Ce plan, il est extraordinaire, cette séquence qui va découper bah, la première victime et du coup, qui laisse aussi la suspicion et le côté aussi, incrédulité. Alors que tu as ceux qui croient et d'autres qui croient pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc là aussi même, on peut créer encore un parallèle parce que ça donne une idée de: mais est-ce que c'est le monstre ou est-ce que c'est juste un accident? Et au départ, on pense que c'est un accident. Oui, tout à fait, il y a encore le doute. Il y a Ouais. le doute et le doute, ça fait partie aussi de la foi, de la croyance. Pour ça, je te dis, on Ouais, peut tout à aller fait, très, hein, très loin en c'est vérité. une espèce de bête de l'apocalypse, hein, cet alien là dans ce film, hein. C'est un monstre de l'apocalypse, quoi, tu vois? C'est la fin du monde, quoi. Et il y a également aussi, bah, ceux qui sont, fascinés par le démon, c'est-à-dire, tu vois, les Oui, adorateurs du diable comme Golic. tu Golic, hein, qui a une espèce de Renfield un peu là. C'est ça, c'est de Renfield un peu, hein. Dans la prison et qui à la fin se fait tuer par son maître, c'est Renfield, exactement. Une scène que moi j'apprécie énormément, autant X et Newt ont été tués, autant dans ce scénario, on garde quand même un contact avec Bishop et Eh oui, cette c'est scène, vrai c'est ça. vrai qu'on n'en a pas parlé de ça, de cette Eh oui, scène-là. j'avais oublié. Et je l'avais zappé, hein. Merci, Damien, parce que franchement, j'allais clôturer l'émission, mais en fait, tu as bien fait là de Et là que c'est là que c'est assez incroyable également, c'est que ouais. bishop, ça veut dire évêque. Oui, c'est vrai ça. On a Ouais. à nouveau ce Tu m'apprends un truc. Il s'appelait déjà comme ça dans le précédent film, mais là, Ouais, mais là, ça apprend tout son sens. tout nouveau sens. Ouais, ouais, c'est D'ailleurs, Hélène, son nom, Ripley, c'est Hélène Louise Ripley. ah d'accord, je savais pas Ah ça. ouais et Louise, ça vient en fait, c'est un prénom, germanique qui veut dire, la combattante, tu vois? Celle qui est apte au combat. Tu sais, quand tu entends Louise, tu dis: «Louise», tu les respectes pas les meufs. Maintenant, respectez les meufs qui s'appellent Louise. C'est un vrai prénom, en fait. D'accord? C'est un prénom de combattante, tu vois? C'est donc on est vraiment dans le côté de Tout a un cette, sens. Tout a un sens ou tout a appris un sens. Parce que moi, je suis convaincu que les films, après, ils ont leur propre vie. Et là, je termine sur Bishop, là, parce que heureusement là, que tu as remis le sujet sur la table, là, Damien, là. Je sais pas vous, messieurs, mais j'ai toujours pensé que dans ce film, Bishop était un cyborg. J'étais convaincu de ça. J'étais convaincu qu'il était un androïde. Et j'ai appris que tout récemment, que non, en fait, il s'agissait vraiment du créateur de Bishop, qui l'a créé à son image. Mais j'ai toujours pensé que ça, c'était un mensonge dans le film. C'était un mensonge de la compagnie pour mettre en confiance Ripley. L'autre truc, c'est qu'il se fait arracher l'oreille à un moment donné, Bishop. Et l'effet spécial de l'oreille arrachée, il est très chelou. On dirait un cyborg qui s'est fait arracher l'oreille. Parce que l'oreille est très proprement détachée. Et ce qui m'a renforcé dans cette idée que, ouais, c'est un cyborg. Et puis, il y a une manière de Lance Henriksen, dans sa manière de jouer Bishop dans Alien 3, t'as l'impression qu'il ment. Je sais pas, voilà, c'est un délire perso, mais ça fait du bien quand ça de le sort. sortir, voilà. Et voilà, il y a des trucs dans les films, tu t'en rends compte 30 ans après, quoi. Et hein, c'est super chelou, quoi. Mais pourquoi moi j'ai souligné en fait cette séquence-là et pourquoi cette séquence-là je la trouve vraiment poignante et forte de sens? Parce qu'elle crée le lien avec le premier, le Aliens justement, le 2. Parce qu'il y a ce souvenir, c'est très important, qui est ce tu vois, c'est comme dans une série,
Il y a les séries où tu as un souvenir, c'est les personnages, les protagonistes ont des souvenirs de ce qui s'est passé avant, ils en sortent plus grandis et c'est ça qui permet en fait leur caractérisation, si tu veux leur trajectoire émotionnelle, elle change et là, du coup, moi, ce qui m'a beaucoup plu là-dessus, c'est qu'elle, elle permet justement avec des cette espèce de tu vois? C'est comme si quand elle prenait des cosses, tu vois? Comme sur une voiture où tu devais, essayer de faire revivre la batterie. D'ailleurs, tu vois, on est encore sur cette thématique de résurrection quand on regarde bien, c'est Oui, fabuleux ouais. et lui, il se réveille et tout de suite, il la reconnaît et elle, elle est très, très bienveillante avec lui. Pourquoi? Pourquoi je dis, par rapport à ce souvenir? C'est qu'on se rappelle qu'au début du film de Aliens, eh bah, elle dit: «Ne me touche pas, écarte-toi», parce qu'elle a été traumatisée, parce elle a failli être tuée par le précédent androïde du premier Alien. Du coup, quand elle voit en fait, finalement la fidélité de Bishop, parce que c'est lui qui revient les sauver, eh bah, elle a ça en tête et du coup, elle a de la sympathie pour lui. «Explique-moi ce qui s'est passé, dans le vaisseau». Et j'ai beaucoup aimé, tu vois? Parce qu'elle le traite vraiment comme un personnage, entier à part avec qui elle a de la sympathie. Elle est pas dans ce truc de, bah, c'est juste, il a juste une fonction, utilitaire. Genre: «Je vais le brancher, vas-y, connecte-toi au truc», et puis lui, il se fait non, tu vois? Elle prend son temps avec lui. Donc il y a quand même une relation entre eux et puis elle lui dit, à la fin, elle lui dit: «Bah, s'il te plaît, rends-moi un service, tu vois? Déconnecte-moi et tout» et puis là, tu vois, pareil, elle le libère de ce fardeau et puis cette prestation de Lance Henriksen, elle est juste incroyable, quoi, parce qu'il y a tel parallèle entre le Bishop que nous on connaît et comme tu disais, le gars de la compagnie qui arrive après. En fait, les vrais monstres, en fait, c'est pas les aliens, hein, c'est la compagnie, quoi. C'est surtout ça. Mais c'est vrai que la compagnie, c'est la grande méchante aussi, ouais, de cette saga, hein. C'est le capitalisme, ouais, ouais, c'est vraiment c'est vrai qu'il y a ça dans la saga Alien, hein, la compagnie. La compagnie, ça peut être, tu vois, ça peut être n'importe quelle, multinationale, quoi, en fait, hein. C'est une allégorie de la multinationale, qui est, voilà, qui est animée par sa quête de profit et qui, pour cela, est prête à tout, hein. C'est ça, hein, c'est le capitalisme prêt à tout pour, générer un profit maximal et y compris, tuer des gens, hein. C'est ça la compagnie, hein, ça représente tout ça, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu disais parce que tu parlais de Alien 2 justement avec Bishop Mmh. qui les conduit en sécurité. Bah, ouais, donc là, il porte bien également son nom, évêque, on peut le voir un peu comme une sorte de prêtre en fait qui vient les ramener son troupeau en sécurité déjà dans Aliens en fait. Donc ouais, ouais, ça fait sens effectivement, il y a quelque chose, mais vous savez qu'il existe également le work print de Alien 3 qui nous donne quand même quelques séquences qu'on a vues dans aucun des 2 autres cuts. Ah Ah bah, ouais? Ah parle-moi-en parce que je ouais? le connais pas Ah celui-là. ouais? C'est quoi ce workprint là? C'est la version de travail, qui n'est jamais sortie, dans lequel on va retrouver des images, par exemple, dans l'opening de Alien 3 et là, on va voir, Ouais. en fait, par le biais alors il y a des petites coupures, c'est comme des flashs, en fait, de Ripley, de Newt et de X qui sont donc dans leur vaisseau et on va voir par le biais d'imagerie informatique le facehugger venir pondre dans la gorge, en fait, de Ripley et ça, c'est des choses qui ont été abandonnées, qu'on ne voit plus après dans les 2 autres cuts. Donc essayez de vous trouver le Ah, work print en fait de Alien 3, la qualité par contre est vraiment dégueu. On est sur du VHS rip, horrible, mais aïe. malgré tout, ça reste vraiment très intéressant et on peut également retrouver sur internet des images en fait qui n'ont jamais été utilisées nulle part, ni dans le work print, ni le assembly, ni la version cinéma et dans lequel par exemple sur la scène où on a Golic qui est dans le lit, on va avoir un jeu d'ombre comme ça où on va voir l'ombre du xénomorphe qui apparaît derrière lui, derrière son lit. C'est vraiment terrifiant et tout ça, ça n'a jamais été utilisé et je rêve vraiment qu'un jour, on puisse avoir une version director's cut, un vrai director's cut avec toutes ces images qui sont absolument incroyables. Parce que je pense vraiment qu'avec ce qu'ils ont, il y a matière à refaire le Ouais, film et nous faire cette ouais. fois-ci le Alien 3 qu'on voulait tous. Et moi, je rêve que d'une chose, c'est que David Fincher se réconcilie avec Alien 3 et qu'il nous fasse le cadeau d'un Ultimate Director's Cut. D'un Snyder D'ailleurs, Cut like. je Ça vais ça passe par lancer les le hashtag. voilà, Lançons c'est le ça. hashtag Le Fincher, Aliens Cut. Fincher Alien 3 Cut. Hein, je Alien sais pas 3 comment on Cut. va l'appeler, mais voilà, un truc du genre. Parce qu'après tout, ça marche, hein, pour certains. Donc, Apparemment, moi j'ai halluciné, hein, quand j'ai hein, vu que ça avait fonctionné ce truc de Snyder Cut là. c'est un truc de ouf quand même, Ah hein. ouais, Donc j'ai dit: pourquoi on le «Quoi, ferait pas pour Alien sérieusement?» 3? Ah, ça, c'était de la bonne info, hein. Putain, merci Damien, hein.
Ça, c'est pas mal, je note, hein. Putain, t'as des espions sur la planète, là. Tu fais du trafic de films, quoi, là. Le Workprint. En tout cas, merci à vous 2. Toujours un plaisir. J'espère qu'on aura donné envie, aux auditeurs de se replonger, et de reconsidérer, cet Alien 3 qui, vraiment pour nous mérite, une réévaluation. Peu importe, dans laquelle de ces, versions. Nous, bien sûr, on recommande l'Assembly Cut et on se retrouve, très bientôt pour un prochain épisode. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, via les plateformes d'écoute parce que c'est ce qui permet aussi de faire connaître, le show à davantage, d'auditeurs potentiels. Salut, les amis. Salut. Moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois, on arrête de jouer. Tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois, on arrête de jouer. Tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois, on arrête de jouer. Tu me fais tomber 6000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois.